précieux invités pour votre présence, parce que cette séance elle a été vraiment difficile à organiser. On la repousse depuis 5 décembre, c'était pas gagné qu'on y arrive. Donc merci pour votre présence. Et le troisième invité n'a pas pu se joindre à nous sur le de Grenoble. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est une séance qui est animée par les étudiants. Donc je leur laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette dernière séance de débat public sur la thématique « Faut-il repenser la représentation des locataires dans l'habitat social ?» Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur l'historique de la participation dans l'habitat social et définir les principaux termes. Donc, la participation dans l'habitat social, elle date depuis longtemps, dès le 19e siècle, avec les premiers logements sociaux, donc les habitations à bon marché, qui étaient gérées par des coopératives ouvrières et des philanthropes. Il y avait déjà cette question d'intégrer les locataires dans la gestion et dans la conception des logements sociaux. Il y a eu les premiers comités de locataires qui ont vu le jour, notamment en 1916, il y a eu la création de la CNL, la Confédération nationale du logement, dont on a un représentant aujourd'hui, M. Alain Devon. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les logements sociaux ont été plus l'acteur majeur, c'était plus les coopératives ouvrières, mais c'était l'État, puisqu'il y a eu une crise du logement liée du coup à la pénurie de logements, puisqu'il y a eu des destructions, des bombardements. Il y a aussi une augmentation de la population urbaine. Et déjà, avant, il y avait déjà une carence de logements, donc là, qui s'est accentuée. Donc il y a eu un effort important de la part de l'État pour créer, donc, du coup, là, les HLM qu'on connaît, les HLM modernes. Et à cette même époque, ça a été une période décisive sur l'émergence du statut locataire. Il y a eu beaucoup de revendications et ça a structuré durablement les associations de représentation des habitants pour défendre leurs droits auprès des bailleurs sociaux. Du côté des bailleurs sociaux, c'est dans les années 70 qu'ils se sont intéressés à la participation, où là ça leur a paru nécessaire puisque lié à la crise économique, l'État avait moins de moyens et a délégué une grosse partie aux organismes privés. Et les organismes privés ont commencé à gérer les HLM un petit peu comme un autre secteur de l'économie classique. Et on ne parlait plus vraiment d'usagers, mais plus de clients, où il fallait satisfaire leurs besoins. Et donc pour satisfaire leurs besoins, il fallait les faire participer. Dans le même temps, il y a toujours eu énormément de revendications sur le logement de la part des associations. Et ça a amené à légiférer sur la question. Donc ça a commencé par la première loi en juin 1982, la loi Quillot, qui elle crée des droits et des obligations du côté des bailleurs et des locataires, et notamment le fait que les associations représentatives des locataires ont le droit d'être consultées sur toutes les questions qui sont relatives à la gestion du parc immobilier. Et il y a eu aussi d'autres lois, mais on peut retenir aussi la loi 2000, donc la loi SRU, qui est relative aux questions de solidarité et renouvellement urbain, donc qui là a vraiment institutionnalisé les relations entre bailleurs et locataires, puisqu'elle a créé les conseils de concertation locative, et qui là oblige des représentants bailleurs et des représentants locataires à se réunir au moins une fois par an pour toutes les questions qui sont relatives du coup à la gestion des logements. Je laisse la parole à Sarah sur les définitions de participation et représentation. Aujourd'hui, la participation est une obligation légale qui impose aux bailleurs d'associer les locataires dans certains cadres précis pour la concertation locative, pour la régulation des charges. Le terme participation peut être défini comme étant l'implication des habitants dans les prises de décision liées à la gestion de leur habitat. Dans l'habitat social, la participation des habitants se fait souvent par l'intermédiaire des représentants. Les représentants font le relais entre la parole des habitants. La participation des habitants est rarement directe.
Elles passent par des intermédiaires qui représentent l'ensemble des habitants et doivent exprimer la volonté des locataires. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes de représentants des locataires, de représentation des locataires. Donc il y a les formes traditionnelles et il y a aussi les nouveaux dispositifs. Cependant, au-delà de ces obligations réglementaires, l'évolution sociétale conduit les locataires à souhaiter de plus en plus de pouvoir de décision sur les choix qui les concernent, ce qui pousse les bailleurs et les associations d'amicales de locataires à s'adapter pour travailler autrement. Alors que certains sont convaincus de la plus-value de travailler autrement avec les locataires, d'autres se montrent plus sceptiques ou réticents. Donc on a 3 types d'acteurs concernés par la question de la participation des habitants dans le logement social. On a les habitants locataires, on a les associations de représentants, de représentation, et on a les bailleurs sociaux des organismes HLM. Les organismes HLM, donc leur vocation, c'est la construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements sociaux visant à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes ou des quartiers. Donc on va vous définir donc ce qu'on a évoqué avant, les formes de représentation, et donc on va commencer par définir les formes de représentation traditionnelles des habitants. Donc ici, les formes traditionnelles de représentation des habitants sont les associations de locataires affiliées à des organisations nationales de locataires. Ces organisations ont pour mission de défendre l'intérêt des locataires auprès des bailleurs sociaux. Elles permettent d'établir des accords qui portent majoritairement sur des questions de loyer, les charges, la grille de vestuité, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, ainsi que des locaux résidentiels à usage commun. Parmi ces organisations, on compte notamment la CNL, la FOC, la CGL, la CSF et la CLCV. Donc, parmi ces formes traditionnelles de représentation, on a les amicales. Et une amicale de locataires, c'est une association qui défend les droits des locataires et représente leurs intérêts auprès des bailleurs. Les amicales des locataires constituent ainsi le levier principal des relations locataires-bailleurs sociaux en installant un dialogue constructif. Elle agit auprès des différents intervenants tels que un ou plusieurs propriétaires, des gestionnaires de biens, des commissions de concertation et les pouvoirs publics, en l'occurrence la préfecture ou la mairie. On a aussi comme dernière forme de représentation, donc les nouveaux dispositifs, ce sont, on va prendre le cas des référents, et donc ils sont parfois engagés par des bailleurs sociaux ou soit par des organisations nationales de représentation des locataires. Or, ils sont confrontés à de nombreux problèmes liés à l'injonction et à l'intermédiation. Nous sommes ravis d'accueillir dans ce débat nos intervenants, M. Benjamin Leclerc, qui est doctorant au centre de recherche sur l'habitat, qui est là au 7e, et M. Alain Goulin, qui est secrétaire confédéral en charge de la jeunesse et de l'éducation populaire à la CNL, Confédération nationale du logement. Avant de commencer le débat, nous allons vous laisser la parole, histoire de nous présenter vos structures, vos missions principales, mais aussi, si vous souhaitez apporter des éléments pour compléter l'introduction. Et ce débat, il va s'articuler autour de la problématique suivante, c'est-à-dire essayer de répondre à la question comment s'articulent les formes traditionnelles de représentation des habitants avec les nouveaux dispositifs de gestion locative. Là, nous entendons par forme traditionnelle, comme l'a si bien dit Sarah, toutes les amicales de locataires qui existent depuis l'apparition de la notion de représentation des habitants. Et par nouveaux dispositifs de gestion locative, toutes les nouvelles organisations, associations, structures qui visent à repenser la représentation des habitants. Donc voilà, je vous laisse la parole. C'est comme vous voulez. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors je m'excuse du petit retard, mais je fais les frais effectivement des grèves que je soutiens ardemment. Donc voilà, vraiment, moi je les ai vécus comme tout à chacun. Donc déjà, je vous remercie de cette invitation effectivement qui nous a fortement intéressés au regard
l'intitulé, puis des axes de recherche et de dialogue. Alors la CNM, vous l'avez pratiquement présenté, donc je vais quand même le refaire, mais donc c'est la Confédération nationale du logement. Je suis Alain Goulon, donc secrétaire confédéral. Je suis un des 5 dirigeants, enfin des 8 dirigeants maintenant au niveau national de la CNL. Donc effectivement, c'est la première et la plus importante organisation de défense des locataires et des consommateurs en France, avec à peu près 60 000 adhérents dans la France et îles comprises, hein, c'est France entière, avec Guyane, Mayotte, Réunion comprises. Nous sommes effectivement nés en 1916. Alors, pour être plus simple, c'est pas la CNL en tant que telle qui est née en 1916, mais nous sommes issus d'un mouvement, et j'adore d'ailleurs raconter cette histoire parce que je la trouve très importante au regard, en plus du contexte actuel. C'est qu'au moment de la guerre, la plupart des hommes étant partis effectivement au front, les femmes étant restées, et à l'époque c'était encore les femmes qui étaient dans la sphère domestique, qui s'occupaient de la sphère domestique, mais elles pas forcément avec les moyens financiers qui leur permettaient de payer et le quotidien et les loyers. Donc elles ont commencé à se mobiliser collectivement afin de demander un moratoire sur les loyers, ce qu'elles ont pu obtenir dès 1914 et surtout en 1916, puisqu'il y a eu un mouvement très, très, très grand en 1916, et elles ont obtenu donc de ne pas payer le loyer durant la durée de la guerre, charge ensuite à l'État de rembourser les propriétaires après la guerre. Donc c'est à partir de ce combat-là, et parmi d'autres, qu'effectivement la CNL est née. Alors à l'époque, on s'appelait la Confédération nationale du gaz, de l'électricité, enfin voilà, des noms comme ça. Et le nom actuel de CNL est venu en 1973, après un congrès où effectivement on a refondé un peu le mouvement dans lequel nous nous trouvons. Voilà, donc je crois que j'ai un peu situé. On est à 60 000 adhérents. Nous travaillons effectivement sur l'ensemble des problématiques que rencontre un locataire ou un propriétaire occupant par rapport effectivement soit à son propriétaire. Alors c'est un spectre large, hein. Ça va du loyer, ça va aux impayés, ça va à l'expulsion, ça va au bail, ça va à la fuite d'eau, ça peut aller jusqu'à effectivement un problème au niveau d'une résidence, de réhabilitation, de réparation collective, de punaises de lit, puisque c'est en ce moment un thème qui vient de plus en plus. Et voilà, on a vraiment un spectre large d'intervention. Après, je reviendrai peut-être sur les modalités effectivement d'intervention dans le débat par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux amicales, par rapport au mouvement, par rapport effectivement à la relation avec le bailleur. Voilà, je crois que j'ai essayé de dire ça. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis aussi doctorant, comme ça a été dit, au 7e étage. Et en fait, ma thèse, elle porte sur effectivement les nouvelles formes de participation autour, notamment, qui visent on pourrait dire, à compléter ou à contourner les amicales de locataires qui sont en place ou à se substituer à elles. Parce que c'est des dispositifs qui sont mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville. Donc je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Du coup, la politique est à destination des quartiers prioritaires, anciennement zones urbaines sensibles, etc. Et du coup, en fait, j'ai fait ma thèse chez un prestataire pour des organismes HLM, pour préciser. Du coup, j'ai pu voir un peu une diversité de configurations de quartiers, etc., dans l'Île-de-France, donc environ une 50aine. Avec du coup à chaque fois des configurations spécifiques en lien avec une amicale de locataires qui visait effectivement à faire participer les habitants sur la gestion de leur quartier. Donc typiquement c'est parce que il y a des problèmes de vandalisme, des problèmes des incivilités entre guillemets, des problèmes de propreté, mais aussi des tensions, des conflits avec les bailleurs, entre bailleurs et locataires, et qui prennent parfois, avec l'amicale de locataire qui peut être la cible, qui peut être au cœur du conflit, ou au contraire une amicale qui va pas forcément être qui va être décrite comme non représentative, soit parce qu'elle n'est pas connue, à la fois par les habitants ou par les autres associations qui vont considérer que par exemple ce sont des personnes âgées que personne ne connaît, qui restent que entre elles et qui sont limite racistes, pour caricaturer un peu le portrait, ou qui sont violentes, agressives. Voilà, il y a plusieurs types d'amicales de locataires, j'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, et aussi, il y a la majorité des contextes aussi dans lesquels le prestataire chez lequel j'ai fait ma thèse intervenait, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'amicale de locataires
parce que souvent c'était ceux qui les avaient montés, par exemple, c'était typiquement des classes moyennes dans les années, au moment de la création de ces quartiers, donc dans les années 70, 60, et qui étaient partis, qui ont accédé à la propriété ou qui sont juste décédés. Et du coup, l'amicale le locataire s'est éteinte en même temps que leur départ. Donc, ça n'a pas empêché qu'il y ait des problèmes relationnels entre les locataires et les bailleurs, même s'ils ne sont pas représentés par une association. Ce qui fait que du coup, il y a ce besoin de faire appel à des prestataires pour s'adresser à l'ensemble des locataires. À titre informatif, on va commencer par interroger le lien que tiennent ces formes de représentation avec les habitants. Donc tout d'abord, comment participent les locataires, comment les sollicitez-vous, notamment vous, et sur quel type d'activité ou d'action les sollicitez-vous, et comment eux vous sollicitent-ils. Enfin, c'est vraiment le lien avec les locataires. C'est très simple en soi, c'est-à-dire que nous, généralement, il y a un locataire qui vient nous voir parce qu'il a un problème. Il a une fuite d'eau, il a 2-3 impayés de loyer, il ne sait pas comment ça va s'en sortir par rapport au bailleur parce qu'il n'y a pas de réponse. Voilà. Généralement, c'est un locataire qui vient avec un problème, il vient nous voir. Ça peut être un problème individuel, donc je parle effectivement de dette de loyer ou une fuite d'eau. Ça peut être un problème collectif, par exemple les parties communes qui n'ont pas été rénovées ou réhabilitées depuis 20 ou 30 ans. Voilà. À partir de ce moment-là, nous, on va essayer de voir comment on peut résoudre le problème. Soit ça reste un problème individuel, donc on va essayer de jouer l'intermédiaire entre le locataire et le bailleur, ou en tout cas son propriétaire, parce que ça peut être aussi un propriétaire privé, ou à partir du moment où c'est du collectif, ou en tout cas un problème collectif, on essaye alors à ce moment-là de mobiliser l'ensemble des locataires qui sont concernés pour voir si on n'a pas la possibilité de créer une amicale ou à minima un groupement, puisqu'on parle des amicales, mais dans la loi, il y a la possibilité de faire des groupements qui juridiquement ne sont pas les mêmes entités. Donc voilà, en fonction de la problématique, on va avoir une réponse différenciée par rapport à ça. Donc notre objectif, nous, bien entendu, c'est de mobiliser le maximum de gens, parce que nous sommes toujours dans l'action collective au maximum, en tout cas à la CNL, et donc nous souhaitons que le maximum de locataires soient mobilisés par rapport à un problème. Donc on va faire en sorte qu'effectivement, d'arriver dans une résidence, de dire aux locataires, voyez, il y a ces problèmes-là, essayons de les résoudre ensemble, créez-vous un amical, parce que je tiens à rappeler que la CNL, c'est une structure pyramidale, un peu comme un syndicat, hein. Il y a une confédération, il y a des fédérations au niveau des départements, et ensuite il y a les amicales. Nous ne faisons jamais le travail à la place des amicales. Nous ne sommes pas une prestataire de service. Nous sommes une association militante, une organisation militante, je dirais presque un syndicat de locataires, si je peux me permettre, même si ce n'est pas dans notre statut, mais c'est un syndicat de locataires. Donc on est dans une opération militante, on n'est pas dans une prestation de service. Donc ce qui veut dire qu'on va les amener à comprendre leurs problèmes et comment leur résoudre le problème en les accompagnant, en leur donnant l'expertise, l'expérience et tous les moyens de médiation, de négociation, voire quand ce n'est pas possible, de juridique, voire de tribunal, quand il y a besoin d'aller jusqu'au tribunal. Après, comme je vous l'ai dit, on est une organisation militante, donc on a aussi les actions, coup de poing. C'est-à-dire que des choses que ne peuvent pas faire une amicale lambda, en cas d'expulsion, eh ben nous on peut mobiliser pour se mettre, on va le dire clairement, pour se mettre devant la porte pour empêcher la police d'arriver avec les huissiers. Et on le fait régulièrement, surtout en septembre-octobre et en avril-mai, c'est les grandes périodes, c'est les charrettes d'expulsion. Donc là, on arrive à mobiliser pour des actions coup de poing aussi. On est vraiment dans un spectre large d'actions par rapport à une problématique. En fonction de la problématique, on va effectivement mettre telle ou telle méthode, telle ou telle expérience en jeu. Après, c'est effectivement, on est dans le cas de figure où c'est le locataire qui vient nous interpeller par rapport à son problème. Ensuite, on peut on peut avoir vent, parce qu'on connaît très bien les bailleurs. Moi, je suis président d'une fédération, celle du Val-de-Marne, et aussi responsable national. Donc, on est en contact permanent avec les directions des bailleurs, avec les grands pontes, les grands chefs. Et donc, on a forcément, en plus, on a des élus dans tous les conseils d'administration de ces 10 bailleurs. Donc, on a les informations qui sont décidées dans ces conseils d'administration, notamment les ventes de logements, ou les réhabilitations, les rénovations, etc. Et donc, on a la possibilité éventuellement, dans le cas où on sait qu'il va y avoir un grand problème collectif dans une résidence, de devancer la problématique et d'aller voir les locataires pour leur dire attention,
là il va y avoir un problème, il faut que vous soyez à minimum dans la concertation ou dans l'information que le bailleur ne pourrait ne pas faire. Je vais vous prendre un exemple justement de bailleur qui ne fait pas, je pense que dans cette concertation. Il se trouve que nous avions une amicale un peu dormante sur un quartier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le quartier Vitesse à Valenton. C'est le bailleur, c'est Séquence, anciennement France Habitation. Et là, il y a un grand projet de réhabilitation avec dans le cadre d'un ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc il y a à peu près 730 logements. Le bailleur décide de détruire la moitié des logements et de réhabiliter l'autre moitié des logements. En sachant les logements réhabilités sont à l'identique de ceux qui sont détruits. Donc nous, on s'est dit, mais là on ne comprend pas pourquoi le bailleur ne réhabilite pas la totalité, pourquoi il va se prendre la tête à détruire. Il se trouve que le bailleur n'a fait aucune concertation, même d'information d'ailleurs, auprès des locataires. C'est-à-dire que les locataires ont appris l'ensemble du projet grâce à une réunion d'information qu'a organisée la mairie, et donc la maire. C'est la maire qui prévient les locataires d'un projet de réhabilitation qui va avoir lieu sur leur quartier, ce qui est quand même assez phénoménal. Ce qui veut dire que le bailleur ne faisant pas son travail ni d'information ni de concertation, nous à un moment donné on est intervenu, on a été voir les locataires, attention, vous avez le droit d'être concerté, vous avez le droit d'un minimum d'information, vous avez le droit d'être concerté, et donc à un moment donné il va falloir que vous bougiez vous pour aller chercher l'information, voire aller au contact frontal avec le bailleur. Bon, on a fait tellement bien le contact frontal qu'on a décidé de faire une votation sous contrôle d'huissier. Et donc un samedi matin avec isoloir, avec urne, enfin vraiment dans les règles de l'art, nous avons fait voter l'ensemble, enfin la majorité, parce que c'est à 48%, 48% des locataires sont venus voter, pour dire s'ils étaient oui ou non pour le projet du bailleur. À 93%, ils ont décidé qu'ils étaient contre. Ce qui veut dire que nous, du coup, la CNL, ça nous met en position de force avec le bailleur, puisqu'on va aller devant le bailleur, et d'ailleurs, dès le lendemain, le bailleur, il a dit « moi, je veux vous rencontrer ». Donc, c'est pour vous dire que ça a marché. Il veut nous rencontrer pour revoir éventuellement le projet, en sachant qu'en plus, il y a une intervention auprès du préfet, puisque nous avons, nous, la capacité de pouvoir, et vous l'avez marqué tout à l'heure, la capacité d'intervenir auprès des pouvoirs publics. Donc le préfet, personnellement, j'ai le numéro du directeur de cabinet du préfet, du conseil général, etc., qui me permet effectivement une grande réactivité par rapport à ce type de sujet. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y en aurait des centaines que je pourrais vous indiquer, mais voilà, le processus peut aller de la personne individuelle et de son petit problème, et qu'on va résoudre que pour elle. Et une fois que c'est fait, la personne, généralement, elle ne va même pas forcément réadhérer, elle ne va pas forcément continuer, ou alors c'est un problème collectif, et là on essaye de faire dans la longue durée et de créer une dynamique qui va dépasser le simple problème sur lequel la dynamique a été créée. Parce que le but du jeu, ensuite, c'est qu'une amicale, là on est dans la relation avec le bailleur, donc on est forcément dans la revendication, dans la défense des intérêts. Nous, on tient quand même à assurer qu'une amicale est aussi là pour faire du lien social, et donc qu'à un moment donné, elle est là pour créer le lien social que ne fait pas forcément le bailleur. Alors que c'est dans son rôle, surtout dans certains territoires comme les ANRU ou les quartiers prioritaires, là le bailleur est tenu de faire du lien social et il ne le fait pas forcément. Je pourrais en faire des heures, hein, arrêtez-moi, je peux en faire des heures. Justement, pour rebondir, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, où le bailleur est censé faire du lien social dans certains types de quartiers, qui sont notamment effectivement les quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme je disais. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'il y a effectivement toute cette nouvelle forme de représentation, de participation des habitants, par le biais de prestataires. Donc comment ça marche, pour expliquer rapidement, c'est moi ce que j'ai vu en tout cas, c'est en tout cas chez les bailleurs, vous avez plusieurs types de professionnels, plusieurs types de corps de métier. Vous avez d'un côté les concepteurs, ceux qui pilotent les nouvelles opérations, les réhabilitations, qui sont souvent urbanistes ou architectes. Et vous avez les gestionnaires, enfin, c'est les deux familles principales. Et les gestionnaires, c'est ceux qui du coup s'occupent de la vie du bail, d'encadrer les gardiens, de vérifier qu'il n'y a pas des problèmes, etc. Et donc c'est la majeure partie enfin, ils forment quand même le gros de la main-d'œuvre des bailleurs. Et en fait, et après vous avez enfin dans le siège social du bailleur, vous avez ce qui s'appelle les services supports. Et dans les services supports, il y a c'est censé c'est le personnel qui est censé appuyer justement ces deux corps de métier là, les architectes urbanistes et les gestionnaires.
Et parmi eux, vous avez donc les spécialistes de la politique de la ville et qui sont aussi spécialistes de la participation des habitants, du coup, on pourrait dire, qui s'appellent en fait les professionnels du développement social urbain. Et en fait, c'est eux qui... En fait, le cas typique, c'est par exemple, vous avez des gestionnaires dans un quartier qui vont avoir des problèmes de... Enfin, qui font face à des problèmes de propreté dans les parties communes, du squat, du vandalisme, etc. Et donc, du coup, ils vont faire appel au développement social urbain, qui lui va faire un diagnostic, et en fonction de ce diagnostic, il va faire appel à des prestataires, parce que les résultats du diagnostic, enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est souvent, typiquement... Ça met en cause un manque de lien social, par exemple, enfin souvent en tout cas. Par exemple, les questions de propreté, les questions de squat, elles pourraient être résolues selon eux en créant du lien social, en favorisant les partenariats avec les associations, etc., pour créer une dynamique. En tout cas, c'est l'esprit du développement social urbain. Et du coup, ils font appel à des prestataires, donc notamment celui chez qui j'ai fait ma thèse CIFRE. Et donc, du coup, où est-ce que donc du coup, l'objectif, ça va être effectivement de trouver des locataires, d'identifier, enfin ces prestataires, ils vont proposer, classiquement en tout cas, de trouver des locataires parmi la population, donc d'aller en fait, finalement faire du porte-à-porte auprès de l'ensemble des habitants, ou bien créer des animations en pied d'immeuble qui vont servir de prétexte en fait, pour identifier des habitants qui seraient prêts à s'investir dans des dispositifs comme par exemple un que j'ai étudié, c'est les dispositifs d'habitants référents ou locataires référents. Ça peut prendre d'autres noms aussi, habitants relais, correspondants d'escalier, correspondants d'immeubles. Et donc du coup, l'objectif de ces références, c'est effectivement qu'ils fassent le lien, finalement qu'ils soient comme une sorte d'alternative à une amicale de locataires, on pourrait dire. Parce que du coup, leur but, c'est de faire effectivement cette intermédiation entre l'ensemble des habitants et les gestionnaires, pour justement trouver des solutions aux problèmes de propreté, aux problèmes de manque de lien social. Donc ça va passer par l'organisation de fêtes, de fêtes de quartier, de l'organisation de campagnes de sensibilisation sur le jet de déchets par les fenêtres, parce que c'est notamment un des problèmes qui se retrouvent dans les quartiers qui font un peu bondir les bailleurs, on va dire, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait, c'est qu'il y a des gens qui jettent leurs déchets par les fenêtres. Donc du coup, ça va être tout un tas de dispositifs comme ça, de liens sociaux qui vont avoir lieu, qui vont être mis en place, et notamment parmi eux, il y a aussi des concertations plutôt sur les modes de gestion. Donc où en fait, ça va être par exemple de discuter de comment on pourrait améliorer la gestion de la résidence, comment on pourrait améliorer la propreté, parce que souvent derrière la question de la propreté, il y a l'enjeu de... Enfin, il y a l'idée pour les bailleurs que c'est les locataires qui sont crades, qui salissent, etc. C'est des sauvages, entre guillemets, ils ne respectent pas les lieux. Et de l'autre, vous avez les locataires qui estiment que le bailleur ne fait pas son travail. En gros, il a complètement laissé à l'abandon le site, parce que la tendance actuelle, enfin qui depuis des décennies, mais c'est de tout externaliser, donc d'externaliser les tâches. Et le boulot du bailleur, enfin, par exemple d'externaliser le nettoyage en faisant appel à des entreprises prestataires, d'externaliser l'entretien des ascenseurs, etc. Enfin, de tous les services, en fait, enfin, de mettre en place des contrats d'entretien qui sont d'ailleurs à la charge des locataires pour gérer le patrimoine. Et du coup, le boulot du bailleur, ça reste de contrôler ses prestataires. Et en gros, du coup, il y a tout un conflit autour du fait que le bailleur ne ferait pas ce boulot de contrôle. Et il le fait d'autant plus mal que c'est souvent sur des sites où il n'y a plus d'amicale de locataires, ou alors il y a une amicale de locataires qui existe, mais en fait elle est à l'échelle de toute une ville ou de plusieurs ensembles. Donc moi par exemple sur mon terrain principal que j'ai observé, donc c'est une ville où il y a 65% de logements sociaux, donc c'est énorme. Et le bailleur il possède environ 3500 logements. Enfin le bailleur que j'ai étudié, et du coup il y a deux amicales qui sont d'ailleurs concurrentes sur l'ensemble de ces 3500 logements, ce qui fait que là où habitent les membres schématiquement, là où habitent les membres des amicales de locataires qui sont actifs, donc les membres du bureau, le président, le trésorier, etc., tout va bien, entre guillemets, enfin, les bailleurs sont un peu au taquet, mais en fait il y a plein d'autres immeubles qui sont plus ou moins délaissés, où les gens sont
et donc du coup dans lesquels ces dispositifs-là sont mis en œuvre, parce que c'est des dispositifs de, donc quand je disais ça, habitant référent, mais aussi correspondant d'escalier, etc. C'est vraiment cette idée qu'il faut un représentant à l'échelle microscopique du palier presque. Voilà. Donc il y a un peu un décalage d'échelle entre d'un côté les amicales qui vont s'occuper de l'ensemble du patrimoine et qui vont décider, qui vont, je veux dire, négocier des décisions qui sont prises à l'échelle du bail presque. Parce que du coup, pour juste par rapport à votre chronologie sur l'obtention des droits et des devoirs des amicales, c'est aussi ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont obtenu aussi des sièges dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance. Et donc du coup, elles ont obtenu quand même un certain pouvoir de représentation qui est relativement important. Sauf que du coup, elles sont... en tout cas, c'est le constat qui est posé par tous ces professionnels, tous ces prestataires, l'art commanditaire, le DSU, c'est qu'elles seront potentiellement déconnectées de la réalité des habitants quotidiens. Parce que du coup, elles ne travaillent pas à la même échelle. Nous, on a très peu d'amicales qui sont sur du 1000 ou du 2000 ou du 3000 logements d'un coup. C'est plutôt, enfin en tout cas chez nous, c'est plutôt rare parce qu'on est. Voilà, ouais. CNL aussi. Voilà, non, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement qu'effectivement notre vocation et nous, c'est de faire des amicales qui sont au plus près de leur résidence, parce que effectivement du 1000 ou du 2000 ou 3000 logements, ça devient ingérable pour une amicale. En sachant que quand on parle bien d'amicale, nous on parle d'association de terrain. Quand je parle de la fédération ou du national, la CNL, c'est l'association. Là, effectivement, la CNL est comme les autres associations d'ailleurs, on est présent dans les conseils d'administration et là, on est amené effectivement à négocier, parler, discuter de décisions qui sont prises au niveau du patrimoine. Voilà. Mais effectivement, l'amicale reste, pour nous en tout cas, on essaye un tant soit peu que l'amicale soit au contact du local au plus près possible. J'ai lu, si vous m'aviez envoyé quelques questions, il y en a une qui m'apporte dans ce schéma, c'est qui s'implique le plus. Qui s'implique le plus? Chez nous, ceux qui s'impliquent le plus, c'est les femmes. Il n'y a pas de mystère. C'est les femmes, même actives, hein. Je ne dis pas parce qu'elles s'occupent de la sphère domestique, mais même les femmes actives, c'est les femmes qui entrent en combat sur le terrain, en grande majorité. Ce n'est pas les hommes. Ce qui veut dire beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. On est encore dans un inconscient, encore aujourd'hui, que c'est la femme qui doit, encore une fois, s'occuper de la sphère domestique, et donc c'est avant tout à elle de s'en occuper. Mais la réalité de terrain fait que c'est souvent la femme, active ou non, qui prend la responsabilité d'entamer effectivement la démarche, de créer une amicale, ou de créer d'essayer de résoudre le problème. Ensuite, c'est les personnes âgées. Alors, je ne dis pas qu'elles ont plus de temps, mais bon, c'est un fait, c'est que c'est les personnes âgées. Ceux qui s'impliquent le moins, c'est les jeunes. C'est pas un mystère, je ne sais pas pourquoi. Alors, pour le coup, ça m'intéresserait d'avoir votre lumière peut-être là-dessus, mais les jeunes, ce sont ceux qui s'impliquent le moins dans ce genre de structure. Alors, c'est pas unique et c'est pas exclusif à la CNL. Hein. Nous, on constate dans les autres structures qu'on côtoie, que ce soit les partis politiques ou les syndicats, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a une notion du militantisme qui est complètement différente de celle d'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'à la CNL, il y a 20 ou 30 ans, c'était extrêmement facile de créer une amicale parce qu'on avait des gens, pour la faire claire, qui venaient d'autres structures et qui étaient déjà formés de manière militante. Et qui arrivaient, ils savaient déjà ce qu'ils devaient faire, quel type d'action, etc. Et donc la CNL, effectivement, capitalisait, si je peux me permettre ce terme, capitalisait sur ces gens-là. Depuis 20 ans, les populations qui viennent pour créer des amicales, ce sont des gens qui ne sont issus d'aucun courant militant, que ce soit un parti ou un syndicat. Ce qui veut dire qu'on n'est plus du coup tout dans une configuration militante d'action directe par rapport aux bailleurs. Nous, on nous voit pratiquement en ce moment de plus en plus comme un prestataire de service. Donc je rejoins un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire que les bailleurs passent par des prestataires extérieurs. Nous, les locataires, ont tendance à nous voir plus pour un prestataire et donc de faire leur place. Donc on essaye effectivement de leur dire non, on ne fera jamais à votre place. C'est vous qui habitez à l'endroit. C'est vous qui habitez, c'est pas nous. Hein. C'est vous qui êtes acteur de votre environnement. Et donc on essaye de recréer en fait ce type de militantisme et d'essayer de recréer des acteurs, des gens qui sont
actifs de leur propre vie, de leur environnement. C'est une gageure. Hein. Je peux vous dire que c'est un combat tous les jours, parce que c'est extrêmement compliqué. On est devant des populations, effectivement, qui sont... Alors peut-être que c'est aussi la société qui fait ça, qu'on est dans un individualisme forcé et de plus en plus accru, et qui fait que on pense d'abord à soi avant de penser à la collectivité. Et donc c'est la problématique de créer des amicales, c'est-à-dire que les gens viennent, et on a de plus en plus souvent des gens qui viennent, mais moi, mon problème c'est mon problème, le voisin il viendra s'il veut, mais moi ça ne m'intéresse pas. Nous on a beau leur dire, mais votre problème, vous savez, c'est celui du voisin, hein. Et vous aurez plus de facilité à le résoudre si vous êtes 2, 3, 4, 5 à résoudre ce même problème, qu'à le résoudre tout seul, que vous n'y arriverez pas. Mais c'est très compliqué, parce que les gens, effectivement, sont dans cette mentalité ou dans cet esprit qu'on va d'abord régler leurs problèmes et que le voisin on verra après. Donc voilà, c'était pour... Parce que c'est très important de voir ça, c'est qu'on est sur des schémas classiques de gens comme les jeunes ou comme les femmes ou les personnes âgées qui continuent effectivement à s'investir le plus dans ce type de structure. Et paradoxalement, on est dans des structures qui sont de moins en moins militantes et donc de plus en plus dans la difficulté de pouvoir créer des rapports de force ou en tout cas des actions par rapport aux bailleurs ou par rapport aux propriétaires. Est-ce que dans les nouveaux dispositifs, les profils des personnes qui s'impliquent, c'est les mêmes qu'à la CNR? Oui, moi de ce que j'ai vu, effectivement, c'est grosso modo plutôt des femmes et plutôt des personnes âgées aussi, et moins des jeunes. Alors peut-être juste pour signaler, pour contextualiser, effectivement, en fait, au niveau des amicales, moi de ce que j'ai observé, par contre, c'est que en tout cas sur certains terrains, c'est que c'était quand même plutôt des hommes. En fait, il y avait quand même une sorte de partage entre d'un côté tout ce qui est charges locatives, enfin comme un partage des thématiques en fait. D'un côté tout ce qui est thème domestique autour de la propreté, du lien social, du voisinage, c'est plutôt des femmes qui s'investissent. Alors que là où c'est les questions de charge et de sécurité, enfin ça fait un peu, c'est plutôt des hommes en gros. Et donc du coup, moi, dans le quartier, enfin dans un des terrains que j'ai observé le plus, les membres des amicales de locataires, en tout cas à leur tête, même s'il y avait des femmes, c'était les présidents, enfin ça fait un peu caricatural encore une fois, mais c'était plutôt des hommes. Et donc c'est plutôt des hommes qui sont porte-parole, donc finalement les gens, enfin leurs interlocuteurs aux bailleurs, c'est plutôt des hommes. Et alors du coup j'avais un peu, enfin moi ce que j'ai vu aussi c'était un peu deux configurations d'amicales enfin en tout cas pour continuer, après je reviendrai peut-être sur les référents, mais c'était effectivement d'un côté on a des amicales entre guillemets vieillissantes qui sont plutôt des personnes âgées qui en fait étaient là dès le départ au moment de la construction du quartier, qui se sont fondées dans l'amicale, et donc même si elles appartenaient aux classes moyennes, finalement c'est aussi cette appartenance cet ancrage dans l'amicale qui leur a donné un peu une sorte de pouvoir politique qui fait qu'elles sont jamais parties, elles n'ont jamais quitté le quartier, alors même qu'elles ont des profils sociologiques qui ont rien à voir avec ces quartiers, enfin avec le reste de la population. En tout cas, elles sont en décalage parce qu'elles sont plus, elles appartiennent plus aux classes moyennes. Et de l'autre, des nouvelles amicales qui sont en fait des enfants de locataires, enfin qui sont devenus maintenant locataires eux-mêmes, qui ont entre 30 et 50 ans. Et qui se sentent pas représentés par ces anciennes amicales. Et du coup, on crée leurs nouvelles amicales. Mais bon, ils l'ont créé aussi des fois parce que l'ancienne était partie. Et du coup, il y a un peu, enfin, sur certains terrains, des fois, on a un peu des rivalités entre ces deux amicales qui estiment qui ont chacun leur mode de faire, leur manière de faire. Et à côté de ça, du coup, il y a aussi, enfin, les référents d'immeubles. En tout cas, là où des bailleurs ont envie de mettre ça en place, parce que ça reste quand même une minorité. Parce qu'effectivement, le cas typique, c'est quand même que moins les habitants s'impliquent. On a l'impression, en tout cas chez certains bailleurs, que moins les habitants s'impliquent, mieux c'est. Alors du coup, effectivement, au niveau des référents, l'idée c'était d'essayer d'avoir des personnes, en tout cas c'est l'objectif des prestataires, ils sont évalués par leur commanditaire, donc par le bailleur, sur leur capacité à essayer d'avoir des habitants qui soient un peu représentatifs, entre guillemets, de l'idée qui se font des locataires, en tout cas. Donc, du coup, d'avoir des locataires de toutes les couleurs différentes, de toutes les origines, et aussi d'âges différents.
Donc effectivement d'avoir plutôt des pères de famille, enfin des pères et des mères de famille, et pas seulement les personnes âgées, qui pour eux forment la majorité des membres des amicales. Et dans tout ça, au final, le résultat, c'est qu'effectivement, il n'y a toujours pas de jeunes. Alors pourquoi pas de jeunes, pour répondre à votre question? Déjà parce que, en fait, moi, de ce que j'ai observé des dispositifs, que ce soit amical ou référent, etc., en fait, ça s'adresse à des locataires, finalement. Donc, il faut avoir le statut de locataire. Et donc, les jeunes, qui sont d'ailleurs qui forment la majorité de ces quartiers, parce que souvent, c'est jusqu'à 50% des habitants qui ont moins de 25 ans dans ce quartier, mais en fait, c'est des enfants de locataires qui n'ont pas les moyens. Enfin, vous-même, vous avez peut-être remarqué que pour décohabiter, donc pour quitter le logement familial et avoir son indépendance, c'est quand même assez galère, entre guillemets. Il faut avoir un emploi, etc. Et donc, du coup, dans le chômage, qui est la première victime du chômage? C'est effectivement les jeunes, notamment des quartiers, qui sont victimes de discrimination multiples, que ce soit pour leur couleur de peau, leur origine, mais aussi le fait même qu'ils habitent dans ces quartiers, parce que il y a un stigmate aussi qui est apposé sur ces quartiers-là. Et par exemple, on le dit souvent, Enfin, moi, par exemple, mon terrain, c'était Trappes en l'occurrence, donc les gens disaient si je mets Trappes sur mon CV, c'est mort, j'ai pas d'emploi. Et du coup, ils avaient même fait des expériences en changeant Trappes par Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est-à-dire le nom de la communauté d'agglomération, et effectivement, ça marchait mieux. Donc voilà, effectivement, les jeunes n'ont pas le statut de locataire, donc finalement, c'est pas de vrais. Ils ne sont pas censés être interlocuteurs des bailleurs. Et après ça, il y a quand même des dispositifs qui s'adressent à eux, ou en tout cas les DSU, donc les développeurs socio-urbains que j'ai vus, essayent de mettre en place des actions spécifiques envers ces jeunes. Mais après, qui sont d'ailleurs ceux qui sont vraiment, selon certains, en tout cas certains professionnels, sont les vraies personnes intéressées par la vie de leur quartier, puisque tout simplement, c'est eux qui utilisent l'espace, et c'est eux qui sont... c'est eux, par exemple, qui sont souvent directement concernés, par exemple, par les projets de rénovation urbaine, parce que donc les projets de démolition-reconstruction, grosso modo, l'objectif, c'est de casser les trafics, donc de casser les sociabilités de jeunes, c'est-à-dire qui se regroupent en bas des immeubles. Donc pourquoi ils se regroupent en bas des immeubles? Tout simplement parce qu'ils habitent chez leurs parents, tous, et qui souvent, c'est un peu en mode système D. Des fois, il y a les cousins, les cousines, il y a quand même un surpeuplement dans les logements. Donc on va pas retrouver ses potes forcément à côté de la grand-mère et compagnie, donc on les retrouve ou en bas des immeubles ou dans les cages d'escalier. Donc c'est pas forcément des dealers en tout cas, parce qu'il y a l'idée que quand on voit 3 jeunes en bas d'un immeuble, on pense que c'est forcément des vendeurs de shit, alors que c'est un peu un amalgame rapide. Et par rapport à ça aussi, pour rebondir par rapport au dispositif des référents, on avait une question sur comment ils sont choisis pour représenter les locataires, comment ça se fait par rapport aux habitants. En fait, ils ne sont pas vraiment choisis, parce que moi, de ce que j'ai observé, c'est que ces prestations-là aussi, elles sont un peu en mode discount, donc on essaie les bailleurs essayent de minimiser les coûts au maximum. Du coup, les prestataires, ils ont par exemple pas beaucoup de temps pour faire leur porte-à-porte de recrutement. Et donc du coup, finalement, les personnes qu'ils arrivent à capter, c'est les gens qui sont dans leur logement au moment où ils frappent à leur porte. Et donc c'est pour ça que, c'est de fait pour cette raison-là que les personnes qui sont investies ou les personnes qu'ils arrivent à recruter, c'est des mères au foyer et des personnes âgées qui sont chez elles au moment où ils viennent, où ils toquent. Parce qu'en plus, les gens ont des horaires... Il y a beaucoup de gens qui ont des horaires un peu... merdique, on va dire, parce que ils travaillent par exemple dans le nettoyage, ou ils ont des boulots plutôt en bas de l'échelle de la stratification sociale, on va dire, qui est que du coup quand on travaille dans le ménage, on travaille tôt le matin et tard le soir, et justement eux, les prestataires, ils ont plutôt décidé de faire des porte-à-porte à partir de 18h pour essayer d'être sûr que les gens sont chez eux, mais en fait finalement il y a une partie des gens qui n'y sont pas. Il n'y a pas d'autres moyens pour... Après, il y a des fois des dispositifs plus ambitieux, dans lesquels les prestataires vont avoir une permanence, et du coup, ils seront présents sur site pour essayer de voir le plus de gens possible.
Et donc du coup pour créer du lien informel et du coup obtenir la confiance, notamment par exemple des jeunes qui souvent n'ont pas du tout confiance dans les gens qui sont extérieurs au quartier. Donc ça implique effectivement pour pouvoir recruter par exemple des jeunes, même dans d'autres types de dispositifs comme la création d'associations de jeunes, etc. Il faut être présent sur place en général et c'est souvent ce qui fait défaut puisqu'il n'y a plus d'argent. Donc du coup on fait appel à des prestataires qui vont venir 3 fois en un mois et puis pour recruter des habitants et puis basta. Du coup, ça c'est caricature. Mais... Ouais, non mais c'est ça. En fait c'est ça. La différence avec une amicale, effectivement l'amicale pour nous a une légitimité beaucoup plus grande dans le sens où, statutairement en tout cas, même si ça se fait pas forcément de manière stricte, lorsqu'il crée une amicale, il y a forcément ce qu'on appelle une AG, mais en tout cas on rassemble l'ensemble des locataires pour leur signifier que voilà, il y a une création d'une amicale. S'il y a des gens qui souhaitent être au bureau, donc le bureau c'est un président, un secrétaire et un trésorier, bon, généralement en sachant que quand même en amont, vu qu'on a déjà des gens qui sont venus nous voir, c'est les gens qui sont susceptibles de prendre ces postes-là, mais voilà, nous on essaye un tant soit peu que l'ensemble des locataires soient investis dans la création de l'amicale et que par leur vote, ou en tout cas par leur accord, ils légitimisent la création de l'amicale et du bureau qui va s'occuper après des actions de l'amicale. Après, voilà, donc ça veut dire que nous, on part de l'idée que ce sont les locataires qui vont décider de leurs représentants. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. Vous avez un bâtiment de 200 habitants, vous n'aurez jamais une AG de 200 habitants. Vous en aurez 20, 30, 40, au maximum 50, 60, si tout va bien. Donc la légitimité, je veux dire, reste formelle. Mais voilà, pour nous, les locataires ont choisi leurs représentants. C'est la différence avec des prestataires, avec des référents, qui sont effectivement plutôt nommés que choisis, ou en tout cas qui sont pré-choisis. Enfin, en tout cas, j'ai connu des endroits où le bailleur avait pré-choisi un peu, j'ose dire, les locataires par bailleur. Nous, c'est quelque chose je veux dire qu'on n'aime pas, mais en tout cas qu'on voit comme un peu comme une concurrence du bailleur. C'est-à-dire que ce genre de référence, ce genre de prestataire est là. Parce que parfois, ils veulent installer ça là où il y a déjà des amicales. Il ne faut pas penser qu'ils mettent ça que là où il n'y a pas d'amicale. Et des fois, il y a des amicales, mais ils essayent d'installer ça. Nous, on voit ça plutôt comme une manière pour les bailleurs de court-circuiter un peu les activités des amicales. Et donc, ça nous pose problème. Et c'est pour ça qu'on est très dubitatif sur cette méthode, ou en tout cas ce mode d'action des bailleurs. Ce qui n'enlève rien à la qualité que peut avoir la prestation ensuite par rapport au lien social, etc. Mais voilà, souvent on voit ça plus comme une source de conflit dans qui doit représenter quoi et à quel moment par rapport au bailleur. Je rebondis là-dessus, à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce qu'en soi, le fait qu'il y ait des référents d'immeubles, ça pourrait servir à l'amicale pour qu'elle puisse, par exemple, se faire connaître, renouveler ses membres, chercher des personnes impliquées. Parce que souvent, en plus, moi, de ce que j'ai vu, par exemple, c'est que les référents, dans les quartiers où il n'y a pas d'amicale, c'était souvent les anciens membres de l'amicale qui, en fait, voient un prestataire et finalement se disent, bon, c'est cool, on n'aura plus à apporter les choses, on n'aura plus à organiser des réunions, puisqu'il y a un prestataire qui fait tout à notre place. C'est effectivement comme... Sauf que la relation avec le bailleur change. Sauf qu'effectivement la relation avec le bailleur change parce que c'est le bailleur qui contrôle toute la discussion, en fait, qui contrôle un peu les règles du jeu de l'implication des référents. Par exemple, là dans le cas, dans ce quartier, le quartier où je pense, il y avait des sujets qui étaient un petit peu bannis des discussions. Enfin, c'est-à-dire qu'entre le prestat et les référents, ils en parlaient, mais dès qu'il fallait organiser une réunion avec le bailleur, c'était... plus ou moins effacé de l'ordre du jour. Donc, et c'était les enjeux pourtant essentiels comme l'encadrement des gardiens ou le projet de réhabilitation, enfin le contenu du programme. Voilà. Et de l'autre, c'est vrai que c'est une concurrence aussi parce que, mais dans le même temps, c'est une concurrence et une complémentarité entre référents et amical parce que effectivement de ce que j'ai vu, c'est que là il y avait aussi là où il y a les deux. C'est que les amicales, elles pouvaient aussi se servir du dispositif de référent d'un côté pour aller chercher des informations, aussi pour se représenter, donc pour faire en faisant acte de présence et donc en montrant aux autres habitants l'intérêt de l'amicale, etc. Donc de faire un peu leur pub. Et
Et en même temps, c'est parce que ça devient un enjeu si les dispositifs, par exemple, créent des réunions importantes, des réunions publiques, effectivement, ça devient un enjeu pour donner plus de pouvoir à l'amicale. En tout cas, indirectement, plus de pouvoir de pression. Et dans le même temps, il y a aussi les amicales qui sont en capacité aussi dans certains secteurs, enfin dans certains immeubles, de court-circuiter le dispositif du bailleur, de le boycotter et de faire en sorte que du coup, personne n'y aille, que ça ne marche pas. Du coup, vous êtes arrivé à notre deuxième thématique. On voulait vraiment discuter de cela, s'il y avait des complémentarités ou rivalités entre les formes traditionnelles et les anciens dispositifs, et notamment si depuis, déjà si vous pouvez rappeler un peu le contexte où a émergé les nouveaux dispositifs, et aussi de voir si les pratiques des amicales, elles ont changé avec l'arrivée des nouveaux dispositifs, comment elles sont intégrées. Alors, on a parlé des référents, mais il y a d'autres dispositifs qui sont venus s'ajouter, c'est notamment les conseils citoyens, qui ne sont pas forcément créés par les bailleurs, mais qui ont été créés par la loi et donc institués par les villes. Donc la mise en place de conseils citoyens qui sont une sorte de... on est le maire par nomme, ou en tout cas choisi par tirage au sort des citoyens pour constituer un conseil citoyen dans un quartier, dans un ensemble de quartiers, pour effectivement travailler sur la cohésion, le lien social, sur le développement du quartier, etc. Donc il n'y a pas que, je dirais, l'amicale n'est pas, alors soit en rivalité, soit en complémentarité, on verra après, mais il n'y a pas que les référents créés pour et par les bailleurs, il y a aussi d'autres systèmes qui sont créés à côté, qui viennent encore s'ajouter à tout ce qui est le lien dans une résidence. Donc effectivement, il y a 20 ans, j'oserais dire, l'amicale c'était le truc statifié, quoi. Elle était sur un piédestal et c'était le référent absolu dans un quartier, dans une résidence, quand il y avait une amicale. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de dispositifs différents qui viennent s'ajouter et qui permettent à des locataires ou à des citoyens de travailler pour leur quotidien, pour leur résidence, pour leur quartier, de différentes manières, par d'autres biais. Ce qui fait que, du coup, l'amicale, déjà, elle est descendue de son piédestal, mais ça fait du bien, parce qu'être à un moment donné, être sur un piédestal, c'est confortable, mais on fait plus forcément le boulot qu'on devait faire. Donc revenir un peu sur le terrain est très bien. Donc nos amicales, il y a une évolution de ce travail de l'amicale. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans, l'amicale, c'était de la revendication. On venait, on fait un contrôle de charges, on vérifie les charges. Est-ce que les charges que le bailleur récupère sont bien les charges qu'il doit faire payer au locataire? On parlait de nettoyage notamment. Est-ce que la réhabilitation elle va se faire, sous quelle forme, etc. Voilà, on était vraiment dans un principe de revendication. Mais dans les amicales, on a tendance à avoir non seulement ces places de revendication, mais aussi ces places de lien social, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer en sorte, après c'est la disponibilité et c'est les moyens qu'ont les amicales de le faire, mais effectivement de se mettre en place pour faire du lien social dans la résidence. C'est-à-dire de pouvoir créer des fêtes de voisins, des galettes au mois de janvier, pourquoi pas des fêtes de Noël, un barbecue, des pot-au-feu, enfin que sais-je, une visite de Disneyland pour les jeunes ou pour les gamins, enfin. Après, il y a une multitude, là c'est l'imagination sans bande des gens, qui permet de dire, voilà, l'amicale, elle va se mettre dans ce lien social. Ce qui n'était pas le cas il y a encore, je vous dis, il y a 20 ans, on était vraiment dans la revendication la plus pure. Donc on a fait évoluer le travail des amicales. Or, ce travail ne peut se faire que si on a des gens, effectivement, disponibles, qui sont conscients de ce travail-là, enfin conscients de devoir faire ce travail-là, mais souvent, ils viennent pour ça aussi. Parce que, comme ça a été dit, c'est-à-dire que nous, on a des quartiers où, effectivement, il y a le point de drogue. Ou alors les 3 jeunes qui sont en bas de l'escalier, qu'on pense qu'ils font du shit alors qu'ils ne font rien, ils sont simplement réunis là, parce qu'il n'y a pas d'autre espace dans le quartier pour pouvoir s'amuser ou pour pouvoir se réunir. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant on a des problèmes de voisinage. On leur dit non, vous n'avez peut-être pas forcément des problèmes de voisinage, mais il y a peut-être un lien à faire, justement, peut-être avec ces jeunes, ou peut-être avec les gens. Et donc c'est créer tout ça qui fait que l'amicale chez nous a évolué effectivement dans les tâches qu'elle devait faire. Et voilà, alors, le fait qu'il y ait une concurrence, oui, elle peut être complémentaire.
On est d'accord. Et les exemples qui ont été donnés sont parfaitement pertinents. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ça peut être très complémentaire et on se retrouve dans les conseils citoyens ou avec des gens qui sont dans les conseils citoyens ou des gens qui sont référents avec qui on travaille extrêmement bien et avec qui il y a une complémentarité du travail parce que chacun, j'oserais dire, chacun s'est sectorisé dans un domaine. Et puis il y a des endroits où il y a une réelle rivalité parce que parfois le référent qui a été mis en place, on sait que c'est entre guillemets l'agent du bailleur et donc, comme ça a été dit, il va faire le travail du bailleur. Il ne va pas forcément faire un travail de lien social extra, mais il va faire ce que le bailleur veut. Et donc là, il y a une rivalité parce qu'effectivement, on ne va pas être en adéquation par rapport aux desiderata ou aux revendications que nous avons. Donc, il y a tout cet ensemble-là qui fait qu'on évolue difficilement, mais la CNL, en tout cas les amicales CNL, évoluent pour élargir son spectre de travail. Et on essaye effectivement d'être complémentaire quand il n'y a pas de rivalité, d'être complémentaire par rapport à ces nouveaux moyens. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui reste encore à l'état, je veux dire, d'ébauche, la plupart des cas, en tout cas, bon, ce que je connais, hein, après, je n'ai pas une vision plus nationale des choses, mais ça reste encore à l'état de débauche, tout ça, et qu'il y a encore énormément de travail qui va se faire. Et probablement, et nous, c'est dans les axes de réflexion que nous venons d'avoir notre congrès national, qui a renouvelé d'ailleurs nos dirigeants, une partie de nos dirigeants et les congrès départementaux. Et du coup, l'idée qui est revenue, c'est effectivement de revenir un peu plus sur le terrain. Donc nous allons revenir un peu plus sur le terrain, parce qu'on voit, à un moment donné, s'il y a des références, il y a des conseils citoyens, s'il y a des dispositifs comme ça veut dire aussi qu'il y a une place vide. Ou en tout cas, il y a une place qui a été laissée par les amicales ou par les associations, que ce soit la CNL ou les autres, il y a eu une place qui a été laissée. Donc revenir sur le terrain, et comment, et réfléchir, et on va réfléchir à qu'est-ce qu'une amicale aujourd'hui. Comment une amicale doit travailler. Est-ce qu'on est encore dans la revendication? Est-ce qu'on doit plutôt faire du lien social? Est-ce qu'on doit s'impliquer dans les autres avec les référents, avec les conseils citoyens? Voilà, c'est tous les actes de réflexion que nous avons nous actuellement au sein de notre organisation et qui devront, j'espère, dans quelques années, amener à une autre vision de l'amicale. Parce qu'au niveau des objectifs et des missions, des nouveaux dispositifs, vous êtes sur les mêmes terrains en fait. Traiter les mêmes choses. Juste peut-être pour donner des exemples, déjà ce qu'il faut savoir c'est que en fait par rapport le positionnement par rapport aux amicales, il est quand même différent suivant les bailleurs. Et moi des bailleurs que j'ai vus, donc c'est les bailleurs qui font appel à des prestataires, c'est plutôt des bailleurs qui sont intéressés par qui ne voient pas forcément les amicales comme qui voient les amicales plutôt comme une bonne chose parce qu'effectivement ça leur permet de ne pas faire appel à de prestataires, mais en tout cas de faire des prestations moins coûteuses, là où ils ont justement des problèmes de lien social parce qu'ils considèrent effectivement qu'une amicale, parce que c'est aussi, comme vous dites, c'est à la fois les amicales qui se définissent comme aujourd'hui plus seulement dans le contrôle des charges, mais aussi dans le lien social, et les bailleurs voient aussi effectivement les définissent comme ça. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de prestations que j'ai observées qui consistent à accompagner cette amicale. C'est-à-dire que le prestataire, il doit, sa mission, c'est d'aider l'amicale, par exemple, à recruter des nouveaux membres ou à organiser des événements tels que, là il y avait un exemple, c'était une chasse aux œufs pour Pâques, des trucs comme ça. Donc voilà, d'accompagner un peu toute la logistique pour que l'amicale se pérennise, parce que leur hantise, c'est que l'amicale, des bailleurs en tout cas, c'est que l'amicale fasse une action one-shot autour d'une revendication sur les charges ou sur, en gros un enjeu économique, et une fois que ce combat est passé, elles disparaissent et que du coup il n'y ait plus d'activité et qu'il n'y ait plus de lien social, et du coup pour eux, qui dit plus de lien social, dit à terme vandalisme, incivilité, aussi vacances locatives, parce que le fait qu'il y ait des logements qui se libèrent, qu'il y ait des logements vides, qu'il y ait de la rotation de locataires, ça génère des coûts, parce que du coup c'est des loyers qui rentrent en moins. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Et dans le cadre des référents, ça vous l'avez déjà dit, que vous travaillez aussi des fois avec les amicales.
Sur la troisième partie, on va essayer de voir le rôle que tiennent que ce soit les amicales ou les nouveaux dispositifs dans la représentation des habitants avec les organismes HLM. Et du coup, on essaye de savoir quelles seraient vos relations, que ce soit les amicales ou le nouveau dispositif, quelles seraient vos relations avec les organismes HLM. Est-ce que c'est des relations descendantes, ascendantes, comment ça se passe la relation, je sais pas. Notamment dans le cadre des référents, en fait, les référents, après, ils sont plus... Ils sont déjà choisis, comment ils travaillent avec... Ils prennent plus du côté des revendications des locataires, ou ils font un peu ce que les bailleurs attendent d'eux, je ne sais pas. Alors, pour présenter un peu comment ça marche, les dispositifs de référents plus en détail. Donc, comme je disais, au départ, il y a l'idée d'identifier des locataires et donc de leur proposer de participer dans un dispositif qui doit durer potentiellement plusieurs années. Et en fait, l'idée, c'est d'abord de les inviter en fait, à rencontrer leurs bailleurs, parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est que, comme vous le disiez en introduction, un peu pour introduire, c'est que les bailleurs ont aussi quitté eux-mêmes le terrain. En tout cas, dans certains secteurs, il y a juste le gardien qui est connu, et des fois, il y a aussi du turnover de gardiens, parce que, pour contextualiser rapidement, le métier de gardien, il a aussi évolué, et notamment dans ces quartiers les plus difficiles, entre guillemets. C'est plus le gardien qui vit en bas de l'immeuble et que tout le monde connaît, parce que tout simplement, il y a soi-disant des agressions qui sont réelles ou supposées, ou exagérées, parce que des fois, c'est des agressions verbales. Et donc du coup il y a en fait un turnover de gardiens, c'est-à-dire que c'est jamais la même personne, et en même temps ils ont aussi essayé de rationaliser le management des gardiens pour les mettre en fonction des résidences, pour les regrouper aussi, pour qu'ils soient plusieurs sur des blocs de patrimoine. En même temps les supérieurs des gardiens, personne, potentiellement des fois les locataires les connaissent pas. Donc du coup cette idée c'est un peu de créer, en tout cas l'idée du développement social urbain, c'est de créer des dispositifs, donc des concertations qui vont faire que les locataires et les bailleurs, les gestionnaires vont pouvoir dialoguer. Et donc du coup l'idée c'est d'aller faire un porte-à-porte pour recruter des gens qui seraient intéressés par participer à une réunion avec le bailleur, dans lequel effectivement ils vont poser des questions, et c'est un peu le jeu de questions-réponses en fait, sur la gestion. Donc pourquoi il y a tel problème, comment ça se fait que le bailleur n'ait pas fait tel entretien, est-ce que tel aménagement pourrait être mis en place, par exemple, je sais pas, une pente pour un local poussette par exemple, des choses comme ça. Et ensuite, donc du coup, il y a cette idée un peu de faire, de réunir d'abord les locataires, le prestataire et les locataires pour définir un petit peu les sujets qui va le traiter. Et après, moi chez le prestataire que j'ai observé, en gros, cette réunion, elle donne lieu à cette réunion entre locataire et prestataire, elle donne lieu à un ordre du jour, un contenu, un compte rendu, qui lui est directement transmis au bailleur. Et du coup, le bailleur prépare ses réponses pour une deuxième réunion. En gros, c'est en 2 temps. Une réunion de préparation et la réunion de face à face entre bailleur et locataire. Et donc du coup, ça a fait que, effectivement, les locataires, ils définissent un peu de manière ascendante, on va dire, leur sujet. Mais après, c'est les bailleurs qui décident de manière descendante les sujets sur lesquels ils veulent bien répondre ou pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, où il y a des sites dans lesquels certains sujets sont supprimés de l'ordre du jour. Parce qu'ils sont embarrassants, parce qu'ils n'ont pas de réponse. Voilà. Ou des fois parce qu'ils interviennent il faut intervenir d'autres acteurs. Parce que ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on est dans des contextes où en fait, on renvoie un peu dos à dos les bailleurs et les locataires sur les problèmes qui sont concentrés dans ces quartiers-là, tout ce qui est deal, de squat, etc. aussi.
alors que c'est des problématiques sociétales qui concernent en fait l'ensemble de la société, qui concernent le fait que par exemple les effectifs de police ont largement diminué et du coup ils viennent plus vraiment dans les quartiers, parce qu'en plus ils sont très occupés à aller dans les manifs, à surveiller les manifestants, donc ils vont plus là où il y aurait peut-être des besoins. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux, mais c'est plutôt descendant quand même, globalement, les référents. Nous, les relations sont de différents strates. Il y a l'amicale, quand elle est constituée, effectivement, elle a une relation directe, non pas avec les grands directeurs ou le président, mais avec les responsables de territoire ou les responsables de résidence, ou éventuellement le chargé de la gestion locative quand on parle des charges. Donc les amicales ont un contact, normalement quand tout se passe bien, direct avec ces gens-là. Généralement, tous les bailleurs ne le font pas, mais on a tendance à essayer de le généraliser, et les bailleurs sont aussi demandeurs de ça. Il y a ce qu'on appelle un diagnostic en marchand. C'est-à-dire que tous les 3 ou 4 mois, le gestionnaire de secteur vient sur la résidence et fait le tour de la résidence avec l'amicale, parfois avec ou sans le gardien quand il y en a un ou pas, afin de voir l'ensemble des problèmes que l'amicale voit. C'est pas le gestionnaire qui va dire « moi je vois ça », il vient pour que l'amicale lui dise « nous on voit ce problème-là, on voit ce problème-là, on voit ce problème-là ». Ce diagnostic en marchand, normalement, effectivement, un compte-rendu est fait par le bailleur, qui doit être effectivement accepté et critiqué éventuellement par l'amicale pour qu'il soit exhaustif. Et ce compte-rendu doit faire l'objet de réponses du bailleur en fonction de tel ou tel travaux qui doit être fait ou pas. Après, les réponses ne viennent ou ne viennent pas en fonction des bailleurs, effectivement. Et souvent, les bailleurs ont tendance à répondre à certaines questions et pas à d'autres. Surtout celles qui ont un poids économique certain et dans lequel il faut prévoir un budget conséquent pour des travaux l'année suivante. Ça, c'est, je dirais, les premiers contacts que peut avoir l'amicale avec le bailleur. C'est un contact tous les 2-3 mois, et puis après un contact un peu plus régulier avec les directeurs de territoriaux, enfin les directeurs de secteur, afin de résoudre les problèmes. Ensuite, il y a, et là on sort un peu de l'amicale, mais c'est un lien aussi, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme ça a été dit, dans chaque conseil d'administration de bailleur, on a des élus, des administrateurs élus, comme on dit. Il faut le savoir, c'est quelque chose de très important. Tous les 3 ans, il y a des élections qui passent complètement inaperçues ici en France. C'est les élections des représentants des locataires qui ont lieu en décembre. Elles ont eu lieu en décembre 2018. C'est les élections les plus mal connues, certainement. Voilà. Alors que je tiens à rappeler que c'est des élections qui concernent plusieurs millions de personnes et qui concernent non pas des gens qui ont des cartes d'identité françaises, mais aussi les étrangers. C'est quand même une des rares élections où les étrangers peuvent voter, ce qui est quand même pas anodin à ajouter. Et donc tous les 3 ans, les locataires sont invités à voter, à élire leurs représentants qui siégeront au conseil d'administration du bailleur. Et donc ils votent, il y a des listes, vous avez vu, il y a 5 associations, enfin il y en a un peu plus maintenant, avec les nouvelles lois, mais voilà, il y a des associations, donc on présente des listes, comme les élections électorales classiques, on présente des listes, il y a des votes à l'urne, ou à vote électronique, ou à l'urne, ou par correspondance, on vote pour ces listes, et donc sont élus 1, 2, 3, 4, 5, en fonction du nombre de gens qui sont membres du conseil d'administration, il y a des gens qui sont élus. Donc nous avons pratiquement chez tous les bailleurs des administrateurs élus. Cet administrateur élu, il représente l'ensemble des locataires du patrimoine, et pas seulement une résidence. Donc ce n'est pas un président d'amicale. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir défendre la fuite d'eau de telle ou telle personne. Par contre, il peut faire le lien entre le bailleur et les amicales, ces amicales par exemple, voilà, l'administrateur élu CNL, va faire le lien entre les problématiques que rencontrent les amicales de son bailleur, l'ensemble des amicales, avec le bailleur, et lui, l'administrateur élu, a directement contact avec, je dirais, les directeurs généraux, le président du directoire ou le président du conseil d'administration. Donc là, c'est aussi une autre strate de relation bailleur avec les associations. Ce n'est plus directement les amicales qui ont un lien, là c'est l'administrateur qui fait l'interface. L'administrateur a un rôle énorme, parce que siégeant au conseil d'administration, et bien entendu qu'il est au courant de l'ensemble de la politique patrimoniale qui va avoir lieu dans les années qui suivent sur le bailleur, donc des réhabilitations potentielles, des ventes de logements potentielles, puisqu'on est dans le mode des ventes de logements et que la plupart des bailleurs s'y mettent,
donc les ventes de logements potentiels. Les travaux, il a accès au budget prévisionnel de l'année suivante, donc à l'ensemble des travaux qui ont été budgétés dans telle ou telle résidence, ce qui lui permet de refaire redescendre les actions ou les réponses du bailleur auprès de l'amicale, qui n'est pas forcément d'ailleurs parfois au courant elle-même de ce qui va se passer dans sa propre résidence. Donc là, nous avons aussi ce deuxième lien. Et le troisième lien, qui est, je dirais, complémentaire et un peu autonome et indépendant, c'est les structures, comme les fédérations. Donc les fédérations, c'est les structures départementales de la CNL, pourtant CNL, dont je parle de CNL, donc de la CNL par exemple, les fédérations CNL, qui, moi en tant que président fédéral, donc j'ai un lien direct avec les bailleurs. Alors je reste en contact avec les amicales, en permanence avec les amicales, les administrateurs, mais je peux aussi directement intervenir auprès d'un bailleur si la problématique n'est pas résolue au moment du contact avec l'amicale, ou si c'est pas résolu au moment de l'administrateur. Je dirais qu'au moment de l'amicale, on en est à la négociation, on en est à l'information négociation. Avec l'administrateur, on est plus à la négociation, à un rouage légitime et élu. Je tiens quand même à rappeler que les représentants des locataires au sein des conseils d'administration sont les seules personnes élues. Les autres sont toutes nommées par leurs divers organismes. Nous, on est les seuls élus, donc ça renforce une légitimité parce que les locataires nous ont élus. Moi, je vais intervenir en tant que président de fédération parce que le problème n'est pas résolu. Et là, j'interviens, je dirais, de manière un peu plus politique. D'ailleurs, là, c'est la CNL qui s'adresse au bailleur. C'est pas l'amicale, c'est pas l'élu, c'est la CNL qui s'adresse au bailleur. En lui disant, là, il y a une merde, excusez-moi les termes, mais je vais vous faire clair. Là, il y a une merde, il faut la régler. Parce que si vous ne la réglez pas, eh ben, nous, on va peut-être utiliser... Là, moi, j'interviens en disant, on va peut-être utiliser des moyens comme le blocage des charges, on n'en parle pas, mais c'est un moyen de coercition et un moyen efficace. Le blocage des charges, je tiens à rappeler qu'un locataire doit toujours payer son loyer, et je parle bien de la ligne loyer. Par contre, à partir du moment où il y a des contestations, notamment sur les charges, donc à travers les travaux non faits, par exemple, un locataire, et après a fortiori un ensemble de locataires, ont parfaitement le droit de bloquer les charges, donc de ne pas payer les charges. Je vais vous prendre un exemple, en plus c'était sur ma résidence, mais à l'époque j'étais un peu jeune, c'était dans les années 90, l'amicale, puisque moi j'ai aussi président de l'amicale qui a 60 ans d'existence, donc quoi une amicale peut durer, c'est de plus en plus rare, mais peut durer. Et donc dans les années 90, notre bailleur avait décidé de faire une réhabilitation des deux bâtiments, de 185 logements. Il avait décidé 70% d'augmentation de loyer à l'issue de la réhabilitation. Vous imaginez, on nous double le loyer comme ça. Et il refuse la subvention que proposait le conseil général de l'époque, donc du Val-de-Marne, qui proposait, nous on va subventionner en partie votre réhabilitation, il l'avait refusé. L'amicale, bien entendu que l'ensemble des locataires étaient contre cette réhabilitation avec cette hausse de loyer phénoménale, et donc a décidé blocage des charges. Le blocage des charges a duré 3 ans. Pendant 3 ans, et là vous allez voir le travail d'une amicale, hein, quand elle est soudée, tous les mois, l'amicale faisait du porte-à-porte, allait chercher chez chaque locataire un chèque du loyer qu'elle versait au propriétaire et un autre chèque correspondant au montant des charges qu'elle mettait sur un compte bloqué. Vous imaginez pendant 3 ans. Je crois qu'au bout de 3 ans, le directeur, le bailleur, le président du bailleur a démissionné. Le conseil général a pu faire subvention et on a eu une augmentation de 17%, enfin quelque chose de nettement plus légitime. Je me rappellerai toujours la tête de la présidente de l'amicale à l'époque quand elle a fait le chèque de toutes les charges qu'on a dû débloquer, 3 ans. Je crois qu'à l'époque c'était 6 à 7 millions de francs, fin des années 90. Vous imaginez. Le bailleur était exsangue, il n'en pouvait plus, il avait besoin de cet argent. Il n'a pas duré. Mais c'est pour vous montrer à quel point nous, quand on intervient de manière politique, je veux dire de coup de poing, si le problème n'est pas résolu, on a des moyens de pression. Et les bailleurs le savent. Et je peux vous dire, les bailleurs le savent. Il ne faut pas nous énerver, mais quand on nous énerve, ils savent très bien qu'on peut aller très très loin. On peut même aller à des occupations de locaux. On l'a fait. Le GIREP à Ivry s'en souvient très bien, hein, parce qu'il y a la police qui était intervenue par exemple, avec coup de poing et compagnie. Enfin voilà. Non mais c'est pour vous montrer qu'on a des capacités de... Si on doit y aller, on va aller au front, physiquement, économiquement, etc. Qu'on se comprenne bien, ça c'est rare. Hein. Les bailleurs, généralement, ils arrivent à négocier ou à se dire on va peut-être pas aller jusqu'à là. Surtout que maintenant, il y a un autre moyen qui est nettement plus facile et nettement plus démocratisé
d'avancer, c'est les tribunaux. Il y a encore quelques années, nous faisions très peu d'actions au tribunal. On en fait de plus en plus. Parce que les bailleurs ne sont plus, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des bailleurs ne sont plus dans la concertation, la négociation, ne sont plus dans l'écoute, parce qu'il y a aussi un principe très simple, c'est que les bailleurs d'il y a 20 ans, c'était des gens qui connaissaient, il y avait le... Je vais caricaturer, mais voilà, c'est les syndicats de maintenant avec le gouvernement. C'est-à-dire chacun connaît l'adversaire. Chacun connaît comment l'adversaire, jusqu'où il peut aller. Il y a 20 ans, les bailleurs savaient comment on travaillait, il y avait une concertation, on savait les lignes rouges à ne pas dépasser. Les nouveaux personnels qui arrivent chez les bailleurs, les nouveaux personnels qui ont la trentaine, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans cette culture du rapport de force ou du contact ou de la relation avec les associations de locataires. Donc qui ne connaissent pas les rapports de force éventuels. Et du coup, sont moins dans la concertation, moins dans la négociation et plus dans le rapport frontal, sans savoir ce qui peut leur arriver en face. Donc du coup, on est dans un processus où on fait de plus en plus d'actions au tribunal, que ce soit pour des individus ou des actions collectives. Et quand on va au tribunal, généralement, on gagne. Un autre exemple, c'est pour vous illustrer, il y a quelques années, c'était anciennement ICAD, je ne sais pas si vous avez connu ça, ICAD, un grand promoteur qui faisait dans la gestion locative et qui était un arnaqueur de première, sur une résidence à Cheville-la-Rue, blocage de charges, contrôle de charges, il y avait je ne sais pas combien de millions d'euros à récupérer. Action au tribunal, on a récupéré les charges que ne devaient pas payer les locataires, et nous avons fait une grande cérémonie un peu avant Noël, où tous les locataires, l'avocat est venu, et les locataires ont reçu chacun un chèque de 1000 à 1200 euros. Je peux vous dire, voilà, et le bailleur, il s'en souvient encore, et depuis c'est Val-Office, mais le bailleur s'en souvient encore. Donc, voilà, on a 3 stades. L'amical, avec le diagnostic en marchand, les contacts, l'élu administrateur au sein du conseil d'administration, et si ça passe pas, on passe à un niveau politique, où là, c'est la CNL en tant qu'organisation qui intervient et qui met une pression autre que celle que pourrait mettre un administrateur ou une amicale. Et je sais que je suis... Faut m'arrêter. Tandis que les dispositifs effectivement des prestataires, des bailleurs, c'est un peu le gros problème, hein, c'est que on n'est pas du tout dans la culture du rapport de force ou même de l'obtention de droits. En fait, elles partent un peu du principe, tous ces dispositifs, on peut dire, qui sont... où c'est le bailleur finalement qui est le commanditaire, donc c'est lui qui définit ses besoins et comment il veut le faire, etc. Et d'ailleurs, les professionnels du développement social urbain, ils sont chez ces mêmes bailleurs, ils sont généralement en position faible, c'est-à-dire qu'ils sont souvent vus comme de simples animateurs de quartier, des organisateurs de pique-niques, de fêtes de voisins et compagnie. Il n'y a pas du tout le même rapport de force que... Non, il n'y a pas de rapport de force. Ou en tout cas, ou alors il est dans le sens du bailleur. Parce que c'est lui qui définit les règles du jeu, les règles de l'interaction, et qui a défini le problème même en amont. Donc finalement, les habitants peuvent contribuer à le redéfinir à leur manière, mais c'est plutôt sur une acculturation. Enfin, ça fait comme une forme d'acculturation, mais qui est très lente et progressive. Et parce qu'effectivement, on voit des gestionnaires, comme vous disiez, on avait le profil des gestionnaires aujourd'hui. Enfin, il y a des travaux qui l'ont montré qu'ils sont plutôt recrutés à partir de BTS, de formation en commerce et en immobilier. Et donc finalement, ils ont moins la fibre sociale, donc ils sont que peut-être auparavant ils pouvaient avoir. Et donc d'ailleurs, moi-même j'ai donné un cours dans une licence pro pour des gestionnaires, et je voyais bien, c'était le cours de sociologie et c'était 10 heures. Donc 10 heures sur une formation qui est de je sais pas combien de centaines d'heures, qui toutes sont centrées sur le droit et sur le commerce en fait, et la place des locataires, ou même la réflexion, la réflexivité qui est censée apporter les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, elle est finalement reléguée au second plan, quoi. Et effectivement, voilà, ces dispositifs-là, ils peuvent permettre à ces gestionnaires de découvrir un peu les locataires, de découvrir que
c'est pas forcément l'image qu'ils en ont, parce qu'ils ont un peu l'image, en tout cas dans les quartiers un peu compliqués, ils ont cette image que c'est des cas sociaux, hein, pour reprendre leurs termes, donc des assistés. Du coup, ils voient finalement autre chose et finalement ils se rendent compte que voilà, ça pourrait être eux aussi finalement qui seraient locataires, mais voilà, c'est assez lent en fait. Finalement, on peut se dire que c'est quand même mieux qu'il y ait qu'on ne pourrait pas trop se passer. Enfin, il faut qu'il y ait une organisation collective qui soit autonome et qui soit en capacité de définir par elle-même sa propre définition des choses, du problème. Il y avait aussi, dans les HLM, il y a eu des restructurations, notamment avec la loi Elan, qui a poussé au regroupement de plusieurs organismes. Et est-ce que ça fait évoluer la participation Ah oui. Oui, alors la loi Elan, effectivement, nous on considère que la loi Elan est une loi très mauvaise, forcément. Elle participe de tout, enfin nous politiquement en tout cas, pour nous elle participe de toute cette déstructuration de la société qu'on voit et dont on voit les effets là par rapport à la réforme de la retraite, mais ça fait depuis 40 ans. Et d'ailleurs vous l'avez dit déjà dans votre historique. Cette période libérale des années 70, c'est le tournant de la loi Barre en 77, parce que effectivement la loi Barre, elle dit, on la voit toujours d'une manière positive dans le sens où elle dit on va créer les APL, les aides à la personne, sauf qu'il faut voir le contexte et la philosophie politique qui était derrière. C'est-à-dire qu'on sortait des 30 Glorieuses, on sortait des grands ensembles qu'on a construits à tour de bras dans les années 70 pour loger les salariés, et avec un financement massif public de l'État, sauf qu'à un moment donné, en 77, en gros, le gouvernement dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour financer le logement, et donc il faut trouver un moyen de continuer à construire du logement social. Le seul moyen, c'était, on va demander aux investisseurs privés, c'est-à-dire aux privés, de venir construire du logement. Ce qu'avait fait De Gaulle au sortir de la guerre, et ce qu'est en train de faire le gouvernement actuel, avec une future loi qui est en projet là, voulant que les investisseurs privés interviennent de plus en plus dans les offices publics. Et la contrepartie, on a dit, voilà, aux investisseurs privés, venez, construisez du logement, nous ça nous déleste, en contrepartie on va solvabiliser les locataires que vous aurez dans vos logements. Et c'est pour ça qu'on a créé les aides à la personne. Donc les aides à la personne, je vais être provoquant, je vais peut-être vous provoquer, à la SNL on est contre les aides à la personne. Dans l'état actuel, on sait très bien que c'est une nécessité et il les faut, et il faut les valoriser, et nous sommes pour une valorisation des aides à la personne, des APL, mais d'un point de vue politique, nous devrions être contre les APL, puisqu'effectivement c'était une action qui permettait de dire à l'État, nous on va se désengager du financement de l'État du logement social, à tel point d'ailleurs qu'en 2019, l'État donne 0 € pour le financement de la construction de logements sociaux. Il y a encore 2 ans, c'était 500 millions. Nous, on réclame déjà 1 milliard. Donc vous imaginez un peu voilà. Donc, et vous voyez d'ailleurs, vous pouvez faire les statistiques, l'aide à la personne augmente de manière continue et le financement de construction est proportionnellement inverse. Donc voilà. Et la loi Elan participe de ça. C'est-à-dire que la loi Elan a dit, en gros, il y a trop de bailleurs chez nous. Et en plus, ils ont de l'argent. Les fameux dodus dormants. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression-là, mais on l'a entendu. Les bailleurs sont des dodus dormants. Ils vivent sur des amas énormes d'argent. Or, il faut rappeler que les offices publics, les OPH, et même les bailleurs, les ESH, ou l'ensemble des bailleurs sociaux, sont tenus de réinvestir leur argent dans la réhabilitation, la rénovation, enfin voilà, on fait tourner l'argent. Donc, en dehors des propriétaires, des grands groupes privés d'Action Logement ou de CDC Habitat, où effectivement il y a des dividendes à reverser à des actionnaires, l'ensemble de l'argent servait au financement de réhabilitation, construction, etc. Or, l'État a dit, cet argent il nous intéresse, on va essayer de le récupérer. Pour le récupérer, différents mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon je fais encore 2 heures. Mais donc, du coup, la loi Elan dit, il y a trop d'organismes en France, il y en avait à peu près 500 et quelques, enfin 600, on va dire. Il y en a trop, on va essayer de les regrouper au maximum pour faire des grands groupes. Mais ce qui veut dire que, en fait, ça, c'est une attaque pour des petits bailleurs. Les petits bailleurs, c'est les offices publics.
Donc c'est une attaque concrète sur tous les offices publics qui existent encore dans certaines villes. Moi, je vois dans mon département, il reste encore 10 offices publics. L'année prochaine, il n'y en a plus 0. Parce qu'effectivement, de par cette loi, étant donné qu'ils sont en dessous du seuil des 12 000 logements qu'ils doivent atteindre, ils sont aussi obligés de se regrouper. Et dans la majeure partie des cas, se regrouper, ça veut dire se vendre au plus offrant. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir créer eux-mêmes leur propre groupe. Et donc, ou soit changer leur statut. C'est-à-dire d'office public, ils deviennent ce qu'on appelle des EPL, des SEM, des sociétés d'économie mixte, qui sont à parité publique-privée. En sachant que le privé aura tendance à prendre plus de place. Donc de toute façon, on est en train de privatiser tous ces regroupements. Mais du coup, et pour arriver à votre question, ça a un impact énorme sur la représentativité et sur les capacités qu'ont les associations à pouvoir négocier ou discuter ou travailler avec les bailleurs. Puisque, soyons concrets, je vous parlais tout à l'heure des élections des représentants des locataires. Imaginez 2 offices. On arrive à élire 3 représentants dans un office, 3 représentants dans un autre office. Ça fait 6 représentants des locataires. Mais vous regroupez les 2 offices en un seul. On n'en aura pas 6, on en aura toujours 3. Donc il y a une perte de représentativité des associations au sein de ces regroupements. Ce qui veut dire qu'on éloigne les centres de direction, et donc on éloigne les locataires des capacités qu'ils peuvent avoir d'avoir ne serait-ce qu'une réponse, ou d'avoir des informations, etc. Donc oui, effectivement, la loi Elan pour nous est très mauvaise, et en particulier le regroupement des bailleurs est extrêmement mauvais pour la représentativité, la citoyenneté et la capacité des locataires à pouvoir se faire entendre, et ce qui va poser problème à terme, puisqu'effectivement, on va arriver à n'avoir que un administrateur, 2 administrateurs pour des monstres. Quand vous voyez que CDC Habitat, c'est plusieurs dizaines de milliers de logements, Action Logement, on atteint pratiquement les 100 000 logements. Voilà, on est dans des zones où on ne va plus avoir la parole des citoyens ou la parole des locataires dans ces instances. Donc ça pose effectivement un énorme problème. Et pour l'instant, la solution, on ne l'a pas trouvée, à moins de pouvoir augmenter le nombre de représentants dans les conseils d'administration, ce que nous on souhaite. On souhaiterait même qu'il y ait un tiers du conseil d'administration qui soit des représentants des locataires. Mais ce n'est pas dans la loi, donc pour l'instant, effectivement, c'est plutôt très mauvais signe pour nous. Oui, sur les regroupements, moi, ce que je peux ajouter, effectivement, c'est que ça a un impact indirect dans le sens où la pression la loi Elan, elle a aussi, globalement, elle avait créé un peu, ou cette tendance, parce que je pense qu'elle était dans les tiroirs depuis longtemps, c'est que les bailleurs devaient, coûte que coûte, augmenter leur taille pour atteindre un certain seuil. Et du coup, c'est de privilégier un peu la production, la construction de logements au détriment des réhabilitations, des budgets dans l'entretien. Enfin voilà, c'est ce que finalement, c'est le désengagement de l'État, ça a un impact global sur la gestion, puisque du coup, on essaie de minimiser les coûts pour pouvoir continuer malgré tout à se développer, parce que l'idée, c'est que avec le désengagement de l'aide à la pierre, des subventions à la construction, c'est que les bailleurs puissent le autofinancer. Et donc pour autofinancer, ça veut dire être intransigeant sur les charges, sur les impayés, sur tout ça, de maximiser les coûts de gestion quotidienne et aussi dans l'entretien du bâti. Et ce qui fait aussi que quelque part, ces dispositifs de référents, c'est aussi une critique qui ressortait, c'est que de la part des habitants eux-mêmes, c'est qu'ils avaient l'impression qu'en fait, de faire le boulot du gardien, parce que finalement ça revient à un peu vérifier qu'il n'y ait pas des dysfonctionnements, que tout aille bien. Finalement c'est aussi un travail que est censé faire le gardien, de vérifier et de faire l'intermédiaire entre le travail que font par exemple toutes les entreprises externes, comme les ascensoristes, les entreprises de plomberie, etc., et le siège, les personnes, les gestionnaires. Justement, sur cette charge de travail, dans les amicales, ils sont bénévoles. Qu'est-ce qui leur est en fait demandé aux représentants de réaliser, et est-ce que c'est ça aussi qui n'a pas un impact sur les personnes qui ont la capacité de se mobiliser? Alors oui, effectivement, ça c'est très important de dire que ce soit au sein des amicales ou au sein même des fédérations, moi compris, on est tous des bénévoles.
nous ne sommes pas du tout salariés, donc ce qui veut dire qu'effectivement les locataires ne payent pas pour avoir des salariés, nous sommes tous des bénévoles, des militants bénévoles. Donc dans l'amicale, les représentants, on a 3 représentants, je dirais officiels, c'est le président, secrétaire, trésorier. Ce sont des bénévoles qui s'impliquent plus ou moins en fonction de leur disponibilité, de leur savoir, de leur expérience, etc. Et qui sont, c'est eux, généralement, il ne faut pas se leurrer, hein, une amicale repose parfois sur une personne. Et je pense que tu as dû rencontrer des amicales, notamment les anciennes amicales, où voilà, c'est une personne qui fait l'entièreté du travail. Après, c'est en fonction effectivement de la capacité de chacun de pouvoir s'investir. Alors nous, effectivement, on forme les gens, on leur donne les informations, on leur donne les moyens techniques, économiques, politiques, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir accomplir leur mission. Après, ça dépend vraiment des personnes qui sont en poste de responsabilité et de leur capacité à vouloir faire bouger les choses. C'est très aléatoire, toutes les amicales sont différentes en fait. Mais c'est parce que les gens sont différents, tout simplement. On est tous différents, on a tous des moyens, des capacités qui correspondent à notre expérience, à notre vécu, à notre savoir, etc. Et donc ils font en fonction de ça. Nous, derrière, on essaie de suppléer effectivement aux lacunes qu'ils peuvent avoir. Voilà. Et leur donner les moyens de pouvoir de faire le travail du quotidien. Alors le travail du quotidien, c'est, je dirais, étant donné que c'est des bénévoles militants, c'est en fonction de leur disponibilité. Maintenant, un trésorier d'une amicale, il n'a pas un budget prévisionnel à faire. Hein. C'est les rentrées des subventions, les rentrées de cotisation éventuelles, c'est les sorties de cotisation, et c'est ce qui a été dépensé pour la fête des voisins, des trucs comme ça. Voilà. Ça ne dépasse pas ça. Le président est là pour représenter effectivement l'amicale auprès des différentes instances, notamment du bailleur. Et le secrétaire, c'est celui qui rédige, en sachant que nous, même si on met ces 3 personnes au devant, on tient toujours à dire que c'est du travail collectif. Il n'y a pas une personne seule qui décide, ça sera toujours du travail collectif, parce qu'il n'y a pas mieux que le collectif qui permet effectivement de mettre du rapport de force, ou en tout cas de conjuguer des expériences. Une personne seule aura toujours effectivement des idées, mais elle ne sera pas forcément les bonnes idées. Alors que si on les partage, si on les discute, si on les critique, si on s'engueule, et ça ne manque pas, ça permet, à partir du moment où on arrive à sortir quelque chose, c'est un travail collectif qui prime. Et ce travail collectif, ça se voit tout de suite auprès des bailleurs, ils le sentent, hein, les bailleurs ils ne sont pas fous, ils voient très bien quand une amicale fonctionne très bien, ou ils voient très bien quand une amicale ne fonctionne pas bien. Et en fonction de la capacité du bailleur à être conciliant, ou vouloir travailler en harmonie avec les amicales ou pas, il en profite, ou au contraire, il aide ou pas. Donc voilà, mais la relation se fait par rapport à ce genre de choses, la disponibilité, l'expérience, les lacunes et les moyens qu'ont les différentes personnes de pouvoir s'investir. Oui, alors en ce qui concerne les référents aussi, ça repose sur le bénévolat, parce que c'est avec cette idée un petit peu de développer la citoyenneté justement. Et donc du coup, il faut que avec cette idée que si on marchandise, si on devait payer les référents par exemple, ce serait plus le même modèle, il y aurait plus finalement cette dimension citoyenne, sachant qu'en plus ça pourrait créer des tensions, parce qu'il y a déjà des tensions, il y a déjà des rumeurs autour du fait que les référents sont rémunérés, parce qu'il y a aussi cette confusion des fois parce qu'on les appelle les relais, et il y a la confusion avec un dispositif de la politique de la ville qui s'appelle adulte relais, qui est un contrat un peu comme un emploi aidé, qui est un emploi aidé plutôt. Et donc effectivement, il y a cette idée que les référents ne doivent pas être payés. En tout cas, moi, le prestataire chez lequel j'ai travaillé, ça fonctionnait comme ça. Cependant, il y a d'autres modèles qui émergent, dans lesquels justement le principe c'est que les habitants fassent ce travail de lien social de manière rémunérée. Donc voisin malin par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Sauf que du coup, c'est ce que je vous disais hier, c'est voisin malin, par exemple, donc ils ont tenté l'expérience, c'est que le principe c'est effectivement c'est que on sélectionne certains habitants qui vont du coup faire quelques heures par semaine, quelques heures par mois, faire du porte-à-porte par exemple pour créer du lien social, etc. Et donc du coup c'est du porte-à-porte qui va être commandé par les institutions. Par exemple sur les quartiers que je voyais, c'était du porte-à-porte sur les droits sociaux, sur les tarifs d'électricité, sur le fait que les gens ont droit à des aides, pareil, parce qu'il y a beaucoup de droits sociaux délivrés par la CAF, etc., qui sont pas, que les gens méconnaissent souvent. Il y a
il y a du non-recours, ça s'appelle le non-recours au droit social. Et en fait, finalement, c'est des informations, enfin, moi, c'est ce qu'on m'expliquait. Par exemple, la différence entre un prestataire tel que moi, tel que celui sur lequel j'étais, et voisin malin, c'est qu'on va demander à un prestataire, souvent il y a un message un peu ambigu à faire passer, alors que chez les voisins malins, c'est plus ou moins évident que c'est dans l'intérêt des habitants. Même si, par exemple, pour les droits sociaux à l'électricité, il y a un intérêt aussi pour les bailleurs indirect, c'est que les gens seront peut-être potentiellement moins d'impayés de loyer ou de charges, s'ils ont des droits, s'ils bénéficient d'un droit. Et donc, sauf que là encore, chez les voisins malins, ce que j'avais constaté, c'est que ils préféraient que ce soit ils se rendaient compte que c'était préférable que les voisins malins en question n'habitent pas le quartier en tant que tel. Et donc finalement, c'est plutôt une forme de nouveau contrat d'insertion parce que justement, ça pourrait créer des tensions entre des habitants qui sont payés et pas d'autres, etc. Sachant qu'on est dans des contextes aussi où les gens, en tout cas dans les quartiers populaires où il pourrait y avoir ce type de dispositif de voisins malins, c'est plutôt des quartiers pauvres dans lesquels les gens n'ont pas de sous et en plus dans lesquels il y a une partie des gens qui sont déjà en impayés de loyer ou de charges et qui sont par exemple en plan d'appurement. Parce que je ne sais plus c'est quoi le taux d'impayés dans les HLM, mais il est assez élevé. Parce qu'en plus il y a cette idée qu'on n'expulse pas dans le logement social comme on expulse dans le secteur privé. Parce qu'il y a une mission sociale aussi, un objectif d'intégration et donc du coup il y a tout un tas de personnel qui est chargé de créer des solutions, de trouver des solutions, de générer des plans d'appurement en cas de dette. Donc effectivement, ça crée un enjeu, un débat de savoir est-ce qu'il faut payer ou pas, est-ce qu'on fait appel à voisin malin ou est-ce qu'on fait appel à une structure qui va recruter des bénévoles ou qui va essayer de stimuler l'amicale de locataires pour qu'elle soit qu'elle trouve plus facilement d'adhérents, etc. Merci. On a fait un peu le tour de nos 3 thématiques. Je voulais savoir si dans la salle il y avait des questions. Vous aussi. Moi, c'était des questions plus en tant qu'étudiant en architecture. Voilà, on a parlé pas mal de réhabilitation, mais peut-être en tant que futur architecte, est-ce que il y aurait des dispositifs à mettre en place, par exemple au niveau des espaces communs, je pense, qui participeraient à faciliter la cohésion, on va dire, d'un groupe le travail notamment des amicales et peut-être aussi des référents. Alors je sais que parmi les architectes, on rencontre pas mal d'architectes, il y a tout assez une nouvelle façon de concevoir effectivement la modalité de l'espace pour mettre un peu plus de lieux en commun. Alors il faut savoir que pendant une certaine période, c'était dans les années 70-80, toute construction devait comporter ce qu'on appelle, vous l'avez dit, un local commun résidentiel, un LCR, c'est-à-dire un local qui permettait aux associations, pas forcément aux associations locataires, mais aux associations d'avoir un local dans la résidence qui leur permettait de faire leurs activités. Et puis après, c'était plus une obligation, donc du coup les bailleurs maintenant ne construisent plus, toutes les constructions ne comportent pas de ce local. Ce qui serait bien, c'est peut-être que déjà on revienne à ça, c'est effectivement à cette idée de mettre au moins un local. Alors après, sous quelle forme, quelles conditions, on peut en parler, mais au moins de remettre dans toutes les nouvelles constructions un espace qui permettrait aux locataires, effectivement, de se réunir pour telle ou telle raison. Ça n'existe plus, mais ça serait peut-être intéressant de le remettre et de par la loi, ou peut-être que les architectes, effectivement, l'incorporent directement dans tous leurs travaux. Après, je fais justement parler de réhabilitation, il faut savoir, et d'ailleurs ça serait peut-être intéressant à voir ce genre de choses, l'amicale ou les locataires dans un type de réhabilitation a tendance souvent à ne pas avoir les informations par le bailleur de ce qui va se passer. Et encore moins d'avoir un contact avec les architectes qui ont pu mettre en place. Voilà. Pour le coup, ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas, c'est une réflexion que j'ai là tout chaud par rapport à votre question, de voir si les architectes ne pourraient pas être un peu plus impliqués dans la concertation avec les locataires, par exemple. Alors après, en fonction du cahier des charges qui est fait, mais de voir en quoi les locataires, parce que ça permettrait une implication des locataires par rapport à leur propre résidence. Hein. Les locataires, il ne faut pas se leurrer, les locataires, ils veulent pas ne pas payer leur loyer ou les charges qu'ils doivent charger. Ils veulent vivre dans un logement décent, propre,
avec les prestations qui sont censés devoir payer. Et en plus, si on leur demande leur avis dans l'espace dans lequel ils peuvent vivre, je peux vous dire que vous allez avoir plein de locataires qui vont être là. Si on leur demande, bah ouais, voilà, on va changer l'espace, on va peut-être mettre un espace commun, on va peut-être mettre une buanderie commune, je sais pas, hein, des trucs comme ça, les locataires ont forcément leur avis, en bien, en mal, etc. Mais je pense que pour le coup, ça permettrait une meilleure concertation et peut-être une meilleure participation des locataires à tout ce qui est travaux dans leur résidence. Et pour le coup, les architectes ont peut-être un rôle à jouer là-dedans. Pour le coup, je vous lance la question aussi, enfin, en tout cas, je vous lance la balle. J'ai peut-être un complément de réponse à apporter, ou en tout cas une remarque, puisque moi il se trouve que je travaille depuis quelques années sur l'habitat participatif, et notamment récemment sur les opérations qui sont mises en œuvre dans le cadre du logement social, et donc on voit qu'il y a des opérations, alors évidemment elles sont très à la marge et très minoritaires, mais on a quelques opérations où effectivement on implique les habitants dès la conception, et on les fait rencontrer l'architecte, il y a des dispositifs de concertation sur qu'est-ce qu'on met en commun, et il y a un travail autour des locaux en commun, et c'est plus que des SCR, parce qu'effectivement ça peut être, je sais pas quoi, une salle commune, un atelier, des jardins, etc. Et donc il y a des pistes de réflexion chez certains bailleurs, c'est vraiment pas la majorité, j'insiste, mais il se passe un truc là, de ce côté-là. Moi je dirais très récent, hein, depuis 3, 4, 5 ans, il y a quelques opérations qui sont sorties de terre. Je suis en train de réfléchir, j'en connais pas en Ile-de-France, en tout cas qui soit 100% locatif social. Sur Vitry, en Val-de-Marne, il y en a une. En 100% locatif, parce que souvent c'est des montages un peu en copro avec l'accès. Je crois que c'est l'OPH de Vitry qui met ça en place. Mais je sais, j'en ai vu qui ont été livrés effectivement à Toulouse notamment, je pense, où il y a un bailleur qui est assez actif sur ces questions-là. Et moi la question que je me pose, c'est est-ce que dans ces opérations, alors on manque un peu de recul, hein, parce que c'est des opérations très jeunes qui viennent d'être livrées, mais est-ce que dans ces opérations, le fait d'avoir impliqué les habitants dès la conception, etc., qu'est-ce que ça génère du point de vue de la représentation des habitants? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être plus impliqués soit dans des dispositifs un peu participatifs comme ceux dont tu parles, Benjamin, ou est-ce qu'ils vont du coup adhérer à des amicales, monter des amicales, etc. Justement, nous, déjà, on a très peu de recul là-dessus, parce que ça reste encore très marginal. Mais effectivement, on s'est posé la question, parce que, alors je crois savoir que c'est entièrement réalisé par l'OPH de Vitry. Il y avait une opération de ce type d'habitat participatif sur Vitry, une ville du Val-de-Marne. Et effectivement, les futurs locataires étaient partie prenante sur la conception, l'élaboration, etc., etc. Et nous, on s'était posé la question, mais quid de s'ils ont un problème, c'est vers qui ils vont se tourner? On n'a pas la réponse, hein, et je ne pourrais pas voir ça en n'importe, puisqu'on n'a personne de ce type de structure, en tout cas de ce type de projet, qui est venu nous voir suite effectivement à un problème quelconque. Et on ne sait pas effectivement s'ils vont se tourner, s'ils vont créer une amicale ou pas. Je ne dis pas que c'est mal l'habitat participatif, au contraire, je pense que c'est une très bonne piste de mettre en lien les futurs locataires ou les futurs propriétaires dans l'élaboration complète du processus. Donc moi, j'encourage ce genre de choses. Maintenant, effectivement, je m'interroge sur la représentativité que pourraient avoir des organisations comme la CNL au sein de ce type de structure. Et on n'a pas encore forcément la réponse. Ça reste très marginal et on n'a pas eu encore de retour en bien ou en mal. Oui, peut-être juste aussi sur l'implication des architectes, parce que c'est une remarque un peu générale, mais c'est que souvent ce qu'on constate à travers tous ces dispositifs de participation, c'est que c'est un petit peu conçu par des personnes qui sont un peu éloignées des modes de vie, des modes de pensée, des manières, même d'un point de vue cognitif, des manières d'imaginer les choses. Et c'est pour ça que du coup, l'architecte qui va un peu, ou même les urbanistes qui arrivent plutôt avec des modalités de participation où les habitants n'ont que la parole, finalement ils sont dans une situation dominée parce que on va dire que c'est plutôt les classes moyennes qui possèdent toute la maîtrise de l'aura, des mots. Et du coup c'est pour ça que pour concevoir, je pense que les architectes, il faut aussi inventer des outils qui permettent vraiment de développer en tout cas de co-concevoir. Enfin, c'est un des défis aussi, pour pas que justement, en fait, finalement, on se retrouve à ce que
les architectes imposent aussi leur propre conception, leur propre manière de concevoir l'espace. Parce que souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des grands ensembles, ou en tout cas au niveau de la gestion, ils sont de tout ce qui est par exemple la rénovation urbaine avec les résidentialisations. Ça met en avant une vision un peu contemplative de l'espace, c'est-à-dire que l'espace doit être ordonné, etc. Et non pas, alors que par exemple les habitants des classes populaires, ils ont plutôt des... Enfin, je schématise, je caricature, mais on va avoir plutôt des usages fonctionnels de l'espace. Donc il y a un hiatus qui est aussi dû au fait que finalement les architectes et urbanistes, ils appartiennent eux-mêmes aux classes moyennes souvent, et du coup ils reproduisent un rapport de domination dans l'espace. Donc c'est aussi quelque chose qui est... Ça se donne à voir aussi dans les espaces de concertation qui concernent la gestion, puisque finalement les prestataires que j'ai vus, ils imposent indirectement, de manière inconsciente, des fois leur propre thématique ou leur propre manière de voir les problèmes sociaux qu'il faut résoudre. Et finalement, l'imagination des habitants, elle est dominée. Enfin, ils n'ont pas la possibilité, en tout cas, de l'exprimer. Donc, du coup, c'est pour ça que peut-être il y a des modes à inventer pour l'archi, je ne sais pas. Et moi, je voulais faire une remarque ou poser une question, je ne sais pas très bien. En fait, j'ai plein de questions, mais je ne sais pas très bien dans quelle heure les prendre et comment les hiérarchiser. Mais peut-être sur ce que tu viens de dire sur les prestataires et même sur, d'une manière générale, tous les acteurs qui peuvent intervenir dans cette relation, puisque la relation qu'on interroge aujourd'hui, c'est la relation entre les bailleurs et les locataires, en fait. Et ce que vous avez dit sur le fait que les amicales, c'est complètement militant, bénévole, etc., que les référents aussi, a priori, mais qu'il y a maintenant des dispositifs où il y a peut-être des formes de rémunération à imaginer. Et puis surtout, moi, je pensais justement à ces prestataires, parce que j'ai l'impression, pour avoir aussi un peu enquêté sur ces questions dernièrement, qu'il y a une espèce de, je vais le dire comme ça, à brûle pour point, de nouveau business aussi qui se met en place autour de ces prestataires, qui créent un peu le besoin. Et moi, je suis un peu perdue. Je dois avouer que je vois des dispositifs où je me dis, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on représente vraiment les habitants? Est-ce que c'est vraiment de la participation? Qu'est-ce que ça apporte aux habitants? Je vois très bien ce que ça apporte aux prestataires. Alors, je ne pense pas à ton prestataire à toi que je ne connais pas super bien, mais je pense à un prestataire que je vois se développer un peu partout en France, qui met en place un dispositif qui est une forme de locataire référent, mais qui va un peu plus loin, parce que c'est aussi l'idée d'impliquer les habitants, par exemple, dans le ménage ou dans toutes les tâches collectives, pour faire des déductions sur charge, etc. Mais en fait, ce prestataire, enfin, je veux dire, pour les bailleurs, c'est un coût hyper important. Et du coup, je me demande quel est l'intérêt des habitants, enfin, et même quel est l'intérêt du bailleur, parce que finalement, je vois pas l'équilibrage économique. Le bailleur met beaucoup d'argent pour payer ce prestataire, pour qu'il puisse animer ce truc-là. Le locataire met beaucoup d'énergie pour participer à ces animations, etc. Et j'ai l'impression que le seul gagnant, finalement, c'est le prestataire qui crée un business, qui crée de l'argent, qui crée du boulot, etc. Mais des deux côtés, locataire et bailleur, je vois pas bien ce qu'on y gagne. Et du coup, je me demande si c'est pas un effet pervers de ces nouveaux dispositifs aussi. Et de la, l'intégration de nouveaux intermédiaires et toute l'économie que ça engendre derrière. Oui, c'est clair, parce que les intermédiaires, en fait, ils vont revendiquer, ces prestataires, ils vont revendiquer une neutralité qui est complètement faussée, puisqu'ils sont effectivement dépendants de leur mandant, de celui qui les paye. Après, à savoir s'ils ne sont pas les gagnants, effectivement, oui, ils entretiennent la demande, ils entretiennent en tout cas l'offre, parce qu'on est dans une politique de l'offre participative, alors que des fois, il n'y a pas de demande. Il y a des quartiers, par exemple, où moi, je voyais mes anciens collègues, du coup, ils étaient perplexes, ils ne savaient pas trop quoi faire, parce que les locataires, finalement, ils étaient plutôt bien dans leur logement, ils ne voulaient pas s'investir plus que ça avec leurs voisins, ça ne les intéressait pas. Il y avait déjà des activités sociales faites par la municipalité et tout ça, et donc ça les suffisait, quoi. Et néanmoins, le bailleur voulait commander, parce que déjà, à la base, c'est aussi... Il faut savoir que c'est institutionnel dans le sens où il y a des enveloppes prévues, les bailleurs doivent les dépenser. Et donc, du coup, on est un peu dans un espèce de système, dans un marché qui s'auto-alimente et qui est parfois devenu un peu
aberrant, puisque par exemple, bah, tiens, j'ai 3 000 € pour faire une fête des voisins, il faut que j'y dépense avant la fin de l'année. Donc bah, je vais dépenser je vais faire un énorme arbre de Noël, machin et tout, et finalement, bah, les gens ils ont envoyé leur gamin, tant mieux, ça va l'occuper une après-midi, et puis voilà, ce sera tout. Mais en fait, finalement, la plus-value dans le quartier, la seule chose que ça va améliorer éventuellement, c'est l'image du bailleur auprès des habitants. Qui sera vu un peu comme justement le Papa Noël et non pas celui qui leur prend leur argent. Mais c'est ça la plus-value économique en fait, c'est l'image qu'on renvoie du lien et du travail social qu'on peut faire. Qui est probablement augmenté avec le contexte de la loi Elan. Enfin, pour avoir travaillé là récemment avec des bailleurs, je suis sur un programme de recherche, on est en partenariat avec des bailleurs, c'est pas très facile de travailler avec eux, mais en tout cas j'entends que dans le contexte de la loi Elan, de ces rassemblements là d'organismes, il y a effectivement l'idée que on cherche une plus-value, une espèce d'image un peu positive ils disent de la relation client. Ils disent relation client. Et donc, effectivement, faire un bel arbre de Noël, avoir des animations, avoir des locaux, des petites animations, etc., ça participe de cette plus-value dans un contexte de mise en concurrence en fait des organismes. Sauf que les locataires, quoi qu'il arrive, ne sont pas du tout impliqués dans l'élaboration. On les met devant le fait accompli de ce genre de l'arbre de Noël, voilà, clairement. Ils ne sont pas du tout impliqués dans ce genre de projet. Donc c'est pour ça que ces prestataires, je suis d'accord, c'est surtout, je pense, un truc économique, une invention économique institutionnalisée en plus, qui fait que c'est les bailleurs qui sont gagnants, peut-être pas économiquement, mais au moins de point de vue de l'image, valorisante, et en plus ça permet de se vendre mieux auprès vu les rapprochements de la loi Elan, on peut se vendre mieux. Moi, par exemple, je vois l'OPH de Villeneuve-Saint-Georges, qui était un OPH en déshérence totale, qui est endetté, etc., qui est obligé de se vendre au plus offrant et qui fait depuis quelques années une visibilité, ou en tout cas une démarche sociale, qui le rend un peu plus attractif. Mais ça n'enlève rien à ces problématiques économiques de toute façon, quoi qu'il arrive. Effectivement, pour remettre aussi le contexte, c'est que les bailleurs, ils sont quand même dans l'obligation c'est pas dans l'obligation, mais ils ont intérêt à développer des bonnes relations avec, en tout cas à pas avoir des relations trop conflictuelles avec les locataires, parce qu'après il y a aussi le garde-fou que représentent les élus, les municipalités, avec qui eux ils ont intérêt avec qui les bailleurs ont intérêt à développer de bonnes relations s'ils veulent se développer. Et donc après c'est juste que ça crée des inégalités au niveau plus géographique des territoires, dans le sens où il y a des bailleurs finalement, il y a des zones dans lesquelles ils se rendent compte que il y a un solde migratoire négatif, le bassin d'emploi n'est pas dynamique, donc du coup il va peut-être moins s'investir que là où justement il y a plein d'entreprises qui s'installent, la demande en logement social est très élevée, et c'est aussi parce que la demande n'est pas homogène à l'échelle de l'Île-de-France. Il y a par exemple près de Charles de l'aéroport, il va y avoir peut-être plus de demandes qu'au fin fond de Mantes-la-Jolie, par exemple. Donc effectivement, il y a cette idée de développer des bonnes relations avec les élus, et donc aussi faire un arbre de Noël, on peut aussi le vendre auprès des municipalités, des élus. Je vous remercie d'être intervenu aujourd'hui sur la question de faut-il repenser la représentation des habitants dans l'habitat social. On a pu voir le lien avec les locataires, les organismes HLM, les objectifs et missions qui sont soit complémentaires ou en rivalité entre les formes traditionnelles et les nouveaux dispositifs. Oui, merci à vous pour votre écoute.